Madame la conseillère d'État, Madame la directrice générale, Mesdames les vice-rectrices, Mesdames et Messieurs en vos qualités et fonctions, bienvenue à la conférence de clôture de la 3e journée du numérique responsable organisée par l'Université de Genève, la Haute École spécialisée de Genève et l'Institut des hautes études internationales et du développement avec le soutien de l'État de Genève. Merci à toutes et tous pour votre présence ce soir. Pour vous accueillir, j'ai le plaisir d'inviter sur scène Madame la vice-rectrice en charge du numérique et de l'IA, la professeure Juliane Schroeter. Madame la conseillère d'État, Madame la directrice de la HESSO, Mesdames et Messieurs, chères étudiantes, chers étudiants, chers et chers collègues, au nom de l'Université de Genève, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence Qu'avons-nous fait du web? Nos données sacrifiées au profit de quelques entreprises. Qui contrôle véritablement les infrastructures derrière les services en ligne que nous utilisons? Où nos données sont-elles stockées? Et à quel point avons-nous la maîtrise sur nos informations lorsque celles-ci sont hébergées sur des serveurs privés? Ces questions que nous aborderons ce soir nous concernent toutes et tous. Ce sont essentiellement des questions de souveraineté numérique. Alors, qu'est-ce que c'est la souveraineté numérique? Quelqu'un est souverain numériquement quand il n'a pas ses mots de passe collés sur un post-it à son écran. Voici une réponse à la question qu'une intelligence artificielle générative m'a donnée. Je crois que la qualité de réponse montre l'importance de la souveraineté numérique dans le sens où il faut rester indépendante et critique vis-à-vis des outils numériques. Moi, personnellement, j'aurais plutôt dit que la souveraineté numérique, c'est la capacité d'une organisation ou d'un individu à contrôler ses propres données et les infrastructures numériques où ces données sont stockées. Cela inclut la protection des données personnelles ou sensibles, la sécurité des réseaux et la maîtrise des technologies utilisées. Dans un sens plus large, la souveraineté numérique peut également être interprétée comme l'autonomie des individus, des organisations et des communautés dans l'utilisation du numérique. Tous ces aspects de la souveraineté numérique représentent aujourd'hui des défis pour chacun et chacune d'entre nous. Qui d'entre nous n'a pas été confronté à la situation suivante? On veut tester une nouvelle application géniale et on accepte sans réfléchir les conditions d'utilisation. Et qui d'entre nous sait exactement sur quel serveur et dans quel pays sont stockées les traces que nous avons laissées en utilisant les réseaux sociaux? Je ne vous cache pas que je suis aussi confrontée à des défis liés à la souveraineté numérique en tant que vice-rectrice de l'Université de Genève. Ce n'est pas par hasard que j'ai commencé avec un exemple tiré d'un outil d'intelligence artificielle générative. Il y a bien sûr actuellement un risque que nos collaboratrices et collaborateurs, étudiantes et étudiants, introduisent trop de données, y compris des données confidentielles ou sensibles, en utilisant des outils d'intelligence artificielle générative, des outils si pratiques et si efficaces. C'est pourquoi nous accompagnons la communauté universitaire, nous l'informons sur les risques et sur les responsabilités, par exemple au moyen de notre nouveau guide pratique sur l'utilisation des intelligences artificielles génératives. Vous le trouverez aussi, bien sûr, sur Internet. Ou pour mentionner encore un autre défi, on peut constater une forte tendance à l'utilisation des services cloud au lieu des services on-premise, c'est-à-dire au lieu des solutions situées sur nos propres serveurs. Ces services cloud sont certes pratiques car ils demandent moins de travail d'entretien et moins d'infrastructures. En même temps, leur usage s'accompagne aussi des risques en termes de confidentialité des données et de cybersécurité. C'est pourquoi, lors du choix d'une nouvelle solution cloud,
Nous l'analysons dans tous ses détails, nous respectons bien sûr le cadre légal et nous suivons des règles strictes, par exemple sur le pays dans lequel les serveurs doivent se trouver et sur la législation qui doit s'appliquer en conséquence. Mais que pouvons-nous faire en tant qu'usagers, citoyennes, citoyens, pour reprendre le contrôle de nos données, nous, les personnes privées? Je suis ravie de pouvoir réfléchir à cette question avec nos invités et aussi avec nous tout au long de cette soirée. Nous avons pu réunir des expertes et experts issus du milieu académique, de l'entrepreneuriat et de la société civile. Ensemble, nous allons pouvoir analyser les défis actuels et les opportunités d'un futur plus équitable en matière de gestion de données. Avant de passer maintenant la parole à Madame Daniela Dimar-Apare, directrice générale de la HESSO à Genève, je vous souhaite une soirée intéressante et inspirante. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, en vos titres et fonctions, je suis ravie de prendre la parole aujourd'hui dans le cadre de cette journée du numérique responsable. Cette initiative que nous organisons pour la 3e année consécutive en collaboration avec l'Université de Genève, l'État de Genève et le Geneva Graduate Institute incarne parfaitement l'engagement de nos institutions dans la transition numérique responsable. Je profite de ces quelques mots d'introduction pour remercier chaleureusement nos partenaires pour cette collaboration continue et fructueuse. Cette année, alors que la conférence se concentre sur les enjeux de l'intelligence artificielle et de la souveraineté numérique, comme vient de le rappeler Madame Schroeter, vice-rectrice de l'Université de Genève, je souhaite rappeler que la HESSO Genève s'insère pleinement dans ces nouvelles réalités. Nous mettons en œuvre des actions concrètes et stratégiques afin d'assurer une gouvernance des données responsables et un numérique durable. Ainsi, nous avons mis en place des formations adaptées, non seulement pour former des spécialistes dans des domaines tels que l'informatique, à EPIA, l'informatique de gestion, à la HEG, ou encore le design des médias, à la HED, mais également pour sensibiliser toutes nos étudiantes et tous nos étudiants, collaboratrices et collaborateurs, à l'importance des pratiques éthiques et durables. Les technologies numériques façonnent nos métiers, mais elles soulèvent également des questions cruciales sur l'impact des algorithmes et de l'intelligence artificielle sur la société dans son ensemble et sur l'emploi. En tant qu'entité formatrice, il est de notre devoir de former des citoyennes et des citoyens parfaitement outillés dans leur domaine, mais également responsables. Mais revenons au programme de cette fin de journée et laissez-moi vous donner quelques exemples d'initiatives que nous prenons à la HESSO Genève dans le cadre de cette thématique. Tout d'abord, nous poursuivons la mise en œuvre d'un plan stratégique visant à renforcer les compétences numériques responsables de nos étudiantes et étudiants ainsi que de notre personnel. Cela inclut des formations spécifiques sur les bonnes pratiques et sur l'utilisation durable des technologies numériques. J'aimerais souligner ensuite que la souveraineté numérique est une priorité pour nous. La HESSO Genève s'est dotée de moyens pour garantir la sécurité de ses infrastructures et de ses données, tout en respectant les plus hautes exigences internationales. Nous avons pris récemment des décisions fortes pour assurer que notre institution reste indépendante et utilise les outils technologiques avec efficience. Troisièmement, et face à l'urgence climatique, la HESSO Genève a développé un plan ambitieux pour réduire l'empreinte environnementale de ses infrastructures et promouvoir un usage responsable du numérique. Nous avons, par exemple, décidé de prolonger de 25% la durée de vie de l'ensemble de nos équipements. Enfin, notre engagement pour un numérique accessible et inclusif est central. Nous avons mis en place des dispositifs spécifiques
outils, formation adaptée ou encore coaching pour que chacune et chacun, sans distinction, puisse bénéficier de ces transformations technologiques. Bien entendu, nous ne sommes pas seuls dans cette démarche, bien au contraire. L'Université de Genève, l'État de Genève et le Geneva Graduate Institute partagent ces valeurs et s'inscrivent dans une dynamique similaire. Ensemble, nous mutualisons nos efforts pour construire un avenir numérique et responsable. En conclusion, je tiens à réaffirmer que le numérique ne doit pas être dissocié des considérations humaines et éthiques. Le développement technologique, s'il nous apporte d'immenses opportunités, ne doit jamais faire l'impasse sur la place centrale de l'humain dans nos réflexions. Cette soirée est une occasion idéale pour approfondir cet aspect. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne clôture de la journée du numérique responsable et espère que les discussions qui vont émerger ces prochaines minutes permettront de faire avancer encore davantage les enjeux cruciaux. Et c'est avec grand plaisir que je passe la parole à la conseillère d'État chargée du département des institutions et du numérique, Madame Caroline Cast. Mesdames et messieurs, les salutations protocolaires ayant été déjà formulées, permettez-moi de m'y associer. Au nom du département des institutions et du numérique, j'ai l'honneur et le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence qui vient clore la journée du numérique responsable des Hautes Écoles de Genève. Je remercie le rectorat de l'université de son invitation à m'exprimer brièvement en ouverture de cette conférence, car le sujet de ce soir, la souveraineté numérique, constitue un enjeu majeur de notre époque. Un enjeu qui vous concerne en tant que citoyennes et citoyens, et le public ce soir présent en atteste. Un enjeu qui nous concerne en tant qu'autorité cantonale, enfin un enjeu qui concerne bien évidemment également les autorités fédérales. Vous le savez bien, mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde de plus en plus interconnecté, où les données et les technologies numériques jouent un rôle central. Cependant, cette dépendance croissante au numérique soulève des questions cruciales en termes de souveraineté et d'indépendance, même à notre échelle locale. L'accélération des dernières années liée au déploiement des systèmes d'intelligence artificielle générative au sein de nos organisations et de nos sociétés en est une belle illustration. Quels en seront les impacts sur la démocratie au vu des risques de désinformation? Comment cela affectera nos emplois? Comment utiliser au mieux le potentiel énorme de ces systèmes d'intelligence artificielle sans perdre notre liberté, notre créativité, notre intégrité? Comment exploiter au mieux toutes les belles opportunités d'automatisation, d'amélioration et de réorientation de l'utilisation de notre temps de travail? Pour le Conseil d'État, comme pour l'ensemble des cantons de la Suisse latine, la souveraineté numérique se définit de la manière suivante. Il s'agit de la capacité des autorités à maintenir leur autonomie stratégique, soit à pouvoir utiliser et contrôler de manière autonome les biens matériels et immatériels et les services numériques qui impactent l'économie, la société, la démocratie. C'est là d'ailleurs une définition élaborée par des chercheurs de l'Université de Genève sur mandat de l'État de Genève, dont le professeur Durand qui interviendra tout à l'heure. Vous le voyez, pour les autorités politiques, il s'agit avant tout d'un enjeu de sécurité, d'autonomie, de compétitivité. Nous devons pouvoir protéger nos informations sensibles, nos innovations et notre savoir-faire face aux risques et aux menaces extérieures, y compris au niveau cantonal. La souveraineté numérique n'est pas binaire, c'est un ensemble de choix, d'arbitrage que nous devons assurer. Cette souveraineté passe naturellement par la maîtrise des moyens techniques et donc le développement de solutions numériques suisses ou cantonales qui soient, si nécessaire, indépendantes ou libres. Mais la souveraineté numérique, c'est aussi la capacité à définir nos propres règles et standards dans le numérique, en cohérence avec nos spécificités locales, à l'image de l'introduction du droit fondamental à l'intégrité numérique dans notre constitution cantonale en juin 2023, qui constitue en elle-même une première mondiale. La souveraineté numérique, c'est également un enjeu de compétences, de littératie numérique, comme d'expertise en la matière,
bref, de tout ce qui relève du champ d'action des institutions académiques représentées ici aujourd'hui, et des entreprises genevoises et suisses, et des collectivités publiques garantes des droits des citoyennes et des citoyens. Alors ce soir ensemble, saisissons donc cette opportunité pour affirmer l'indépendance et le leadership de nos cantons suisses dans le monde numérique. Je remercie l'université, la HESSO et le Graduate Institute pour l'organisation de cette conférence particulièrement importante sur le chemin parcouru par le monde numérique et qui nous rappellera les responsabilités qui sont les nôtres, collectivement, avec des choix que nous faisons en matière de numérique. À l'issue de cette soirée, puissions-nous répondre à la question: qu'avons-nous fait du web? Autre chose qu'un monstre, une créature de Frankenstein surpuissante, mais qui nous échappe. Telle Mary Shelley, créons les solutions, l'éthique et les normes qui feraient du web un lieu de protection des données personnelles, de lutte contre les discours de haine et la désinformation. Une créature 2.0 capable de corriger les travers du monstre. Je remercie le public pour son intérêt et vous souhaite à toutes et tous une soirée stimulante avec des échanges riches et inspirants. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame la conseillère d'État, merci beaucoup à toutes les trois pour ces mots d'accueil. Je vous propose de poursuivre sans tarder vers l'objet de la conférence. Pour vous accompagner ce soir et modérer les débats, j'invite Monsieur Grégoire Barbet, journaliste au journal Le Temps, à venir sur scène et à prendre la main. Bonsoir à toutes et à tous. Merci évidemment aux organisatrices et aux organisateurs de la conférence d'avoir pensé à moi pour la modérer. Je vais tout de suite passer la parole en fait à Marc Holler, qui est directeur d'Infomaniac. Je ne vais pas le présenter davantage parce qu'en fait lui il va se présenter durant sa présentation. Donc je lui propose de déjà venir sur le plateau. Bonsoir à tous. Je lance juste mon ordinateur. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Marc Huller, j'ai 40 ans. Je suis directeur général chez Infomaniac depuis 2020, société que j'ai rejoint il y a 20 ans au support technique à l'époque. J'ai toujours été très intéressé par le monde de l'informatique. Depuis tout petit, j'ai toujours été intéressé par les machines, tout ce qui est un petit peu d'électronique. J'avais tendance à le prendre, tester, bidouiller, le démonter. Je me souviens que mon père, à l'époque, avait ramené un magnétoscope VHS, pour ceux qui savent ce que c'est. Et je l'avais ouvert, démonté l'après-midi même. Donc il n'était pas super content, mais j'avais appris des choses ce jour-là. Au niveau des ordinateurs, c'était un peu différent qu'aujourd'hui, parce que les ordinateurs n'étaient simplement pas connectés à Internet. Donc un ordinateur était tel qu'on le recevait et il y avait dessus en fait ce qu'on allait créer ou ce qu'on allait émettre via des disquettes ou des CD-ROM. Mais imaginez vraiment ce côté d'avoir de l'informatique sans Internet. Certains d'entre vous s'en souviennent, d'autres plus jeunes ne savent même pas ce que c'est. Mais en gros, vous prenez un ordinateur, vous débranchez la prise et vous regardez. En fait, vous ne pouvez plus faire grand-chose. Et c'était un petit peu ça à l'époque. Au début des années 90, j'étais chez mes grands-parents à Zurich. Et puis, mon grand-père, qui était déjà un geek à l'époque, était hyper fan de technologie. Et il avait en fait un ordinateur qui pouvait déjà se connecter à l'époque à ce qu'on appelait déjà Internet, mais ce n'était pas encore vraiment le net d'aujourd'hui. En gros, il se connectait directement sur le serveur du journal local pour télécharger les news et puis les imprimer sur du papier pour les lire. Donc ça paraît complètement anecdotique, mais déjà moi à l'époque ça m'avait marqué et la preuve c'est que je m'en souviens encore aujourd'hui alors que j'avais moins de 10 ans. Quelques années plus tard, on est au milieu des années 90, j'étais allé au Salon du Livre. À l'époque, il y avait le Salon du Multimédia également au Salon du Livre. Et c'était au premier étage et il y avait toutes sortes de sociétés qui venaient en fait présenter un peu les nouveautés technologiques. Donc on pouvait y trouver des Natel qui faisaient la taille d'une brique, on avait des simulateurs, c'est-à-dire qu'on avait par exemple Flight Simulator qui était branché quoi, et on pouvait avec un siège en fait bouger l'avion et ça bougeait le siège. Enfin bref, à l'époque c'était vraiment assez incroyable de se rendre là et de voir toutes ces nouveautés. Et il y avait un stand qui attirait énormément de monde. Je me demandais un petit peu ce que c'était et en m'approchant, je vois 3 lettres AOL,
AOL. À l'époque, c'était complètement inconnu et je pense que ça allait encore, enfin ça allait de nouveau plutôt aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était le plus grand fournisseur Internet, enfin, d'accès Internet au monde. C'était les Américains et ils avaient pour ambition de s'attaquer au marché suisse. Ils se sont dit que ce serait bien déjà de nous faire découvrir Internet parce que de nouveau, on ne savait pas ce que c'était. Donc voilà, il y avait des stands, les gens faisaient la queue, on arrive, on commence à C'était surtout des chats à l'époque, c'était vraiment par ça en fait qu'ils essayaient d'attirer tout le monde. Donc il y a des chats, vous pouvez parler avec des gens de partout. Si ça se fait, je parlais à mon voisin d'à côté, mais c'était via Internet, donc c'était quand même assez fou. Mais pour moi, c'était vraiment une révolution complète. C'est tout des faits comme ça que je vous parle. Des choses que je vous raconte aujourd'hui, mais moi, ça m'a vraiment littéralement marqué. Je suis né en 83, c'est l'année de la création d'Internet, et j'ai vraiment grandi avec tout au long de ma vie, et j'ai pu voir un petit peu les évolutions et les déviances que ça a pu amener par la suite. J'ai une autre anecdote à vous raconter, ça vient de Boris Siegenthaler, qui est le fondateur d'Infomaniac, qui est aujourd'hui le directeur stratégique de l'entreprise. Lui m'a raconté que sa découverte d'Internet, il l'avait faite à l'EPFL. À l'EPFL, c'était un des premiers établissements en fait, en Suisse qui avait accès à Internet. Et il a pu discuter directement avec des autres étudiants qui étaient à Sarajevo. Et là, on est dans les années 90. Et certains s'en souviennent. Malheureusement, à cette époque-là, Sarajevo, la ville était en état de siège. Et les médias du monde entier, que ce soit télévision ou papier, n'avaient plus accès à la ville. Même l'ONU avait été éjectée en dehors de Sarajevo. Et lui, il était là, à l'EPFL, et il discutait avec eux. Et ça montre vraiment à quel point l'idée de création d'Internet, et finalement, ce que c'était au début en tout cas, c'était complètement révolutionnaire et ça allait changer totalement le paradigme. Donc voilà, avec tout ça, en fait, moi, très rapidement, je voulais avoir Internet chez moi, mais c'était extrêmement compliqué à l'époque parce que voilà, Internet, il fallait payer l'abonnement, il y avait la connexion Internet, il y avait l'abonnement, mais il y avait aussi la communication téléphonique qu'il fallait payer. En plus de ça, ça bloquait la ligne, ce qui fait que mes parents à l'époque ne pouvaient pas téléphoner, recevoir d'appels, on n'avait pas trop de Natel, donc tout passait par la ligne fixe. Enfin bref, c'était un immense calvaire, mais j'ai réussi durant de longues années à leur faire comprendre à quel point c'était absolument vital pour moi d'avoir une connexion Internet. Et à la fin des années 90, j'ai enfin eu une connexion Internet chez moi. Et là, j'étais vraiment complètement surpris, parce qu'en fait, depuis ma chambre, à cette époque-là, j'avais une fenêtre qui donnait en fait juste sur la route de Meyrin, et avec cette connexion Internet, j'avais sur mon ordinateur une fenêtre en fait sur le monde entier. Je pouvais accéder à des sites Internet ou communiquer avec des personnes qui étaient aux États-Unis, au Japon, qui étaient peut-être en France, aussi en Suisse, mais à travers le monde entier, je pouvais parler à tout le monde. Comme je disais avant, les services de chat, c'était vraiment ce qui était très utilisé à l'époque. Je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'à y repenser maintenant, ça fait un peu has-been. Je pense qu'à l'époque, on n'avait pas tous les SMS, WhatsApp, etc. Donc, finalement, parler avec des gens par écrit, c'était encore fun à ce moment-là. Il y avait plein de services, comme Caramel, jeuxvideo.com, qui avait un forum hyper connu à l'époque, avec un chat. Tout le monde communiquait dessus. Et surtout, il y avait les premiers moteurs de recherche. On avait, par exemple, Yahoo, AltaVista, on avait Lycos, etc. Tous ces moteurs de recherche avaient des spécificités, notamment Yahoo qui était un annuaire à l'époque, c'est-à-dire que les personnes allaient inscrire leur site internet manuellement sur Yahoo et c'était modéré par le personnel de Yahoo, alors qu'en parallèle on avait AltaVista ou Lycos qui eux étaient plus des moteurs de recherche qui crawlaient internet dans le but de référencer les pages automatiquement. Un jour, il y a un petit nouveau qui est arrivé et puis qui a assez vite grandi. Je pense que vous avez tous compris que c'était Google. Quand Google est arrivé, c'était un changement du jour au lendemain. Ils sont arrivés avec un moteur de recherche tellement puissant et tellement efficace que du jour au lendemain, on a changé notre utilisation d'Internet. Quand à l'époque, si par exemple vous voulez avoir les résultats des élections, les résultats des votations par exemple en Suisse, on allait sur par exemple AltaVista ou Yahoo, on tapait élection, on avait 12 réponses mais pas la bonne, on tapait résultat élection, c'est toujours pas ça, résultat élection octobre 1990 et quelques, et là enfin on avait une page, alors que sur Google on tapait élection et on avait tout de suite les résultats. Donc autant dire que c'était vraiment super bien fait et ça a vraiment changé finalement notre approche du web à ce moment-là. Rapidement, j'ai voulu faire mon site internet également, parce que c'était bien beau d'aller voir ce que font les autres, mais j'avais aussi envie de parler en fait, et aussi raconter des choses. Pour l'anecdote, je parlais que de basket à ce moment-là, donc c'était un site qui parlait de basket. J'ai commencé par un site gratuit, donc je l'ai fait sur des services comme Multimania ou Alter.org, qui n'existent plus aujourd'hui.
Et puis assez rapidement, j'en avais un petit peu marre de la pub qui rajoutait, et puis des limitations, et du coup, je suis passé sur des services payants. À l'époque, ce qui était cool, c'est que sur les services payants, on avait énormément de choix. C'est-à-dire rien qu'à Genève, on avait une vingtaine d'hébergeurs qui proposaient justement des services d'hébergement web. Donc moi, j'ai fait le bon choix, j'ai choisi Infomaniac. C'était un choix judicieux, ça m'a permis d'être plus à l'aise dans mon travail par la suite. Mais voilà, sur le moment, j'ai choisi Infomaniac, c'est aussi une entreprise que j'aimais bien, parce que j'avais déjà eu la connaissance de certains employés via en fait leur magasin qu'ils avaient au préalable, enfin au passé. À ce moment-là, en fait, quand j'ai commencé à faire mon site internet et puis que j'ai commencé vraiment à voir toutes les possibilités qu'apportait ce réseau, j'ai décidé d'en faire mon métier et c'était vraiment un objectif que je m'étais fixé. Jusque-là, j'avais des petits jobs à gauche, à droite, rien de super passionnant pour moi. Mais là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc, je me suis lancé dans une formation de Java. Pour ceux qui connaissent, désolé, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce langage, mais en tout cas, à l'époque, c'était bien. Et ça m'a permis de trouver un boulot chez Infomaniac au support technique. Et comme je disais, vu que j'ai été client d'Infomaniac, j'étais assez à l'aise. Donc ça me permettait de répondre en fait à l'ensemble des clients de manière assez fluide. J'étais aussi en fait entouré de bonnes personnes. J'avais vraiment découvert un peu un chez moi avec voilà, une entreprise, avec des collègues qui avaient des valeurs, qui avaient des objectifs aussi, et puis qui me permettaient finalement d'en apprendre de plus en plus jour après jour. Ça, c'était en 2004. 2004, ça rime aussi avec l'année du lancement de Gmail par Google. Gmail, à l'époque, c'était assez fou parce qu'il proposait une adresse gratuite avec 1 giga de données. 1 giga, à l'époque, c'était vraiment gigantesque parce que les adresses gratuites, à ce moment-là, elles faisaient 10 MB, 20 MB, peut-être 100 MB pour les plus grosses adresses, mais Google venait avec 1 giga. Et en plus de ça, c'était sélectif, c'est-à-dire que pour avoir accès à une adresse Gmail, il fallait être invité par quelqu'un. Donc, ils créaient toute une envie avec ça et ils ont ouvert finalement le service à tout le public qu'en 2007. 2007, l'année de l'arrivée de Facebook. Facebook, ça a été un immense changement du web. On ne s'en rend peut-être pas forcément compte, mais quand on y repense par le passé, quand on y repense à tout l'historique, avant, quand on voulait faire un site internet, par exemple pour un mariage, on faisait une page web. Quand on voulait faire un forum, c'était un site web. Quand on voulait faire un blog, quand on voulait raconter quelque chose, c'était un site web. Et ensuite, c'était Facebook. Tout allait sur Facebook. Mariage, photos sur Facebook. Les photos d'un événement sur Facebook. Son humeur sur Facebook. On s'intéressait à l'automobile par exemple, on allait liker des pages Facebook. Tout est passé sur Facebook et c'était un début de centralisation d'Internet. Et Facebook, finalement, avec ça, attirait un maximum de données d'utilisateurs dans le but justement plus tard de nous vendre de la pub. Et ça, on s'en rendra compte bien assez vite. Google a aussi tenté parallèlement à récupérer des parts au niveau des réseaux sociaux. Ça a toujours été un échec. Mais voilà, ils ne se sont pas avoués vaincus et ils ont quand même continué leur diversification. Alors que Facebook naviguait de succès en succès au niveau des réseaux sociaux avec Facebook, ensuite en rachetant Instagram, ensuite en rachetant WhatsApp, Google en parallèle, eux, c'était d'autres services en ligne. C'est-à-dire que comme on a vu, ils ont déjà créé Gmail. Ça leur permettait un peu de lire le contenu de vos mails. Ils ont ensuite ajouté Google Analytics, qui permet d'avoir des stats sur votre site, mais en échange, ils savent qui vient sur votre site et quelles sont les habitudes de navigation de tous les internautes. Google Photos pour analyser les images, Google Maps pour connaître les déplacements de chacun, Google Chrome pour carrément tout savoir sur vous, là il n'y a plus de limite. Les téléphones Android, ça va dans la même veine. Ensuite, il y a eu YouTube, les services DNS, carrément pour ceux qui sont un peu plus underground et éviteraient tous les services, et encore le service DNS par derrière. Donc voilà, en fait tout ça, tous ces services ont été lancés dans un unique but, c'est de nous vendre de la pub. Toujours nous vendre plus de pub et surtout extrêmement ciblés. Il faut se rappeler qu'avant l'arrivée des réseaux sociaux et de l'avènement de Google, pour faire une pub, les annonceurs ciblaient vaguement. C'est-à-dire qu'on voulait vendre une voiture, on allait viser peut-être le téléjournal ou des émissions qui sont plus pour les adultes. On n'allait forcément pas mettre des pubs pour les voitures durant les dessins animés du matin. C'était approximatif, mais ils ne pouvaient pas faire mieux. Maintenant, avec les données de Facebook et de Google, tout ça, c'est beaucoup plus précis. Maintenant, on peut cibler des personnes où on sait qu'elles ont plus de 18 ans, qu'elles ont le permis, on sait qu'elles vivent à Genève, on sait même qu'ils cherchent une voiture parce qu'ils ont fait de la navigation sur des sites internet de vente de voitures. Et là, on peut cibler les pubs ultra efficacement. Ça, c'est un service qu'aujourd'hui Google et Microsoft vendent à prix d'or.
Je parle beaucoup de Google et Microsoft, mais j'oublie pas Microsoft et Amazon, évidemment. J'aime bien être complet. C'est un petit peu différent, c'est qu'Amazon, eux, ils étaient pionniers dans le monde du cloud, mais depuis, ils ont mis en place tout un nombre incalculable de pratiques pour bloquer les clients sur des services propriétaires et les empêcher de changer de prestataire, malgré des prix qui montent année après année. Microsoft, de son côté, ils avaient Windows, Office, avec Excel, Word, tout le monde connaît. Ils ont complètement raté le tournant d'Internet au début des années 90, mais depuis, ils ont largement rattrapé le retard. Et puis, ils sont devenus le second plus gros prestataire cloud au monde et le plus grand prestataire des services aux entreprises. Et tout ça avec le soutien des administrations et des académies. C'est-à-dire qu'on pourrait, dans les administrations et les académies, avoir de l'open source, c'est-à-dire d'utiliser des logiciels qui sont gratuits, qui sont ouverts et qui appartiennent à la communauté, employer des étudiants ou avoir des employés pour les administrations pour maintenir ces services et proposer tout ça finalement aux utilisateurs, aux personnes qui travaillent dans les administrations. Mais malheureusement, ce n'est pas le choix qu'on fait. Et ce qu'on fait, c'est qu'on achète en fait des licences pour souvent des millions de francs à Microsoft, ou on offre même des adresses mail aux étudiants pour finalement les former indirectement à l'utilisation de Microsoft. Comme ça, ils sont prêts une fois qu'ils rentrent dans le marché du travail. Avec toute cette force marketing, ils ont fait énormément d'argent, un trésor de guerre, on ne peut même pas imaginer, ils sont aujourd'hui plus puissants que beaucoup d'États. Et surtout, leur plus grande force, c'est qu'aujourd'hui, ils arrivent à faire croire qu'ils sont les seuls à faire ce qu'ils font. Ils vont casser des initiatives de l'intérieur, c'est-à-dire que dès qu'il y a une société qui apparaît avec une innovation, quelque chose qui est vraiment bien, qui commence à prendre, ils vont sauter dessus, la racheter et finalement désassembler la boîte. Ils vont récupérer certains employés, récupérer un bout de la technologie, l'intégrer dans leur service et puis on n'entend plus parler de l'entreprise et d'initiatives. Ils font encore pire avec des initiatives comme Gaia-X, qui était une initiative en fait de 22 États de l'Europe. Ces États s'étaient mis ensemble pour créer un cloud souverain, européen, fait par des Européens pour l'Europe. Là-dedans, rapidement, Google, Microsoft, Amazon se sont incrustés directement dans le projet et l'ont torpillé de l'intérieur. Et depuis, ce projet, il est en décrépitude. On a les plus gros acteurs initiaux du projet qui sont partis, qui ont claqué la porte. Et aujourd'hui, Gaia-X, c'est un lointain souvenir. Donc, quels sont les impacts aujourd'hui de toute cette hégémonie, on va dire, des GAFAM? Il y a l'impact culturel. Avec plus qu'une ou deux plateformes qui gèrent l'ensemble du contenu d'Internet, c'est une voie express vers des dérives. Il y a des menaces constantes de démonétisation et du retrait du contenu. Du coup, les créateurs de contenu adaptent leurs thématiques pour plaire aux algorithmes. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de ce qu'on souhaite, on parle de ce qui va nous permettre d'être vus. Et ça, en fait, ça fait que l'ensemble de la création, elle devient totalement lisse et fade et représente uniquement le reflet d'une pensée unique et qui est la pensée de sociétés privées. Économiquement, en 2021, la Suisse a lancé un appel d'offres pour créer le cloud public de la Confédération. C'était hyper flou. Quand ils ont sorti ça déjà en plein Covid, on a essayé rapidement de comprendre de quoi il s'agissait, on n'a jamais eu de réponse. Ça a toujours été très flou en disant « Ah, c'est des choses qui ne sont pas importantes ». D'accord. La seule chose qu'on savait, c'est que pour des choses pas importantes, la Confédération avait 110 millions de budget et ils devaient choisir 5 acteurs. Aussi, pour ces choses non importantes, l'appel d'offres éliminait de facto tous les acteurs suisses et européens parce qu'ils avaient calqué des caractéristiques sur Microsoft. Ils demandaient d'avoir des data centers dans 3 continents différents. Ils demandaient d'avoir tout un tas de listes, enfin toute une liste longue comme le bras de certifications ISO, dont certaines ne sont même pas utilisées en Europe. Donc ça montre bien à quel point ça a vraiment été orienté. Et voilà, ça n'a pas manqué. L'été 2021, quelques mois après, ils ont annoncé les élus en grande pompe. Et on avait là-dedans IBM, Amazon AWS, Oracle, Microsoft Azure et Alibaba. Voilà. Donc même moi, j'ai appris à ce moment-là qu'Alibaba était un acteur majeur du cloud en Suisse. Mais voilà, aucun Suisse n'avait été choisi, aucun Européen. Ça, je vous avoue que sur le moment, c'était un peu compliqué à avaler. On a réfléchi pas mal et on a décidé d'essayer de faire du bruit et puis de contacter des journaux, des médias et puis en fait de faire de tout ça un débat politique. On a contacté des journaux, il y a eu des articles, ça en a parlé, mais ça n'a pas du tout pris en fait. Il n'y a pas eu de débat suite à ça. Et d'ailleurs, tous ces articles sont restés qu'en Suisse romande. Malheureusement, en Suisse allemande, c'est pas passé. On dirait que, voilà, je sais pas, c'est peut-être la barrière de la langue ou des intérêts différents. Ça reste toujours
à discuter, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas pris. Par contre, heureusement, à Berne, il y a quand même des gens qui lisent encore les journaux francophones. Et suite à tout ce raffut, j'ai été invité par Ignacio Cassis, qui avait créé une consultation autour de la souveraineté numérique. Donc je me suis rendu à Berne et à ce moment-là, il y avait du côté de la Confédération, on avait évidemment donc Ignacio Cassis qui était présent, qui était président à l'époque. On avait Walter Thioner qui était le chancelier de la Confédération. On avait des représentants des services juridiques de la Confédération et même la directrice du service juridique de la Confédération. Du côté des invités, on avait des représentants politiques de tous bords. On avait des académies, notamment l'EPFL qui était présente, et on avait des sociétés privées. Donc je vais vous les énumérer, mais je pense que vous savez déjà qui était là. Donc il y avait Microsoft, avec la CEO de Microsoft Suisse. Il y avait Google, avec un employé de Google où sa carte de visite, son titre, c'était responsable des affaires gouvernementales pour la Suisse et l'Autriche. Donc là, on sait en gros que c'est un lobbyiste même plus caché. Donc voilà, la discussion l'a tournée assez court. J'étais assez dégoûté, pour ne pas utiliser d'autres mots, de voir qu'en fait la discussion était exclusivement tournée vers la question de comment confier les données des citoyens aux GAFAM. On dirait qu'on a juste totalement baissé les bras, on a rendu les armes et que maintenant on cherche des brèches dans la protection des données pour travailler avec Google, Microsoft et Amazon. Et on met au second plan les questions du type protection des données, perte de l'emploi, perte de compétitivité de la Suisse, perte de souveraineté sur nos données, et perte de recettes fiscales. Donc la question a été déplacée de comment avoir une Suisse performante dans le monde numérique de demain à comment utiliser le GAFAM en s'accommodant des défauts. Alors qu'en Suisse, on a des entreprises qui font de très belles choses et qui gèrent des clouds complexes et massifs et qui emploient surtout localement et qui forment localement. On a des écoles qui sont parmi les plus performantes du monde. On est reconnu mondialement pour ça. Il y a des centaines de services open source et des logiciels sur lesquels on peut se reposer et qui sont extrêmement performants et souvent plus que des solutions propriétaires. On a l'expérience régulièrement. Il faut savoir qu'Internet tourne en grande majorité sur des solutions open source. Et avec tout ça, on a besoin et on peut créer un cloud suisse en lançant une initiative entre académies et sociétés privées et confédérations. Mais surtout, on a besoin d'un réveil politique. On a besoin d'un porte-drapeau politique et de responsables. Si on prend par exemple le monde des assurances maladie, on en parle assez régulièrement, la LAMAL, on a toujours un porte-drapeau. On sait très bien qui représente la LAMAL au niveau du Conseil fédéral, on connaît les intérêts de chacun des partis, on connaît les positions évidemment des assurances, on connaît les comités, on sait comment ça fonctionne, qui tire un peu les ficelles, et tout ça, c'est un débat qui est sur la place publique. Dans le monde du numérique, il n'y a rien de tout ça. On n'a pas de délégués, il n'y a pas de consultation, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de votation, et surtout, on n'a aucun conseiller fédéral finalement qui se met en avant et qui est le porte-drapeau des décisions qui sont prises. Aujourd'hui, il est inconcevable que de telles sommes d'argent partent dans la nature et qu'un tel pari sur la Suisse soit fait sans aucune discussion démocratique. Voilà. Merci de m'avoir écouté. C'était au moins, je pense qu'il y a des gens qui ont des oreilles qui sifflent. Je vais vous proposer de continuer pour la suite de la soirée. On va continuer ce débat parce que je pense qu'il est fondamental. Je vous propose aux invités de nous rejoindre sur le plateau. Et puis, moi, je vais poser une question à chaque invité et vous les présenter. Puis, on ouvrira directement en fait, la discussion avec vous, public, pour pouvoir aussi avoir vos questions parce que c'est aussi très important d'ouvrir ce débat de manière la plus large possible. Donc, ça, ouais, ok. Lénique Pédron, je vais commencer par vous. Donc vous êtes directrice de la Trust Valley et il me semble que vous préférez à la notion de souveraineté numérique celle d'autonomie stratégique. Est-ce que vous pouvez juste nous en toucher un mot pour nous dire en quoi la distinction elle est importante?
Alors, il y a plusieurs définitions effectivement concernant la souveraineté numérique. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de monde qui est d'accord sur cette définition. On a eu donc la définition des cantons latins par la conseillère d'État qui a déjà exprimé une première volonté à parler d'autonomie et puis de comment finalement cette souveraineté numérique pourrait aussi s'articuler au niveau des gouvernements. Il y a plusieurs notions. Il y a vraiment cette notion, si on prend les puristes, donc la définition de souveraineté numérique, on devrait aller jusqu'au matériel, c'est-à-dire qu'au matériel, on devrait vraiment prendre en compte toutes les couches et s'assurer que notre souveraineté numérique, elle va jusqu'à nos ordinateurs. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué d'imaginer qu'on puisse construire les ordinateurs en Suisse. Et ce serait génial. Qui ne voudrait pas aujourd'hui de souveraineté numérique? Tout le monde voudrait. Je veux dire, voilà, c'est quand même quelque chose qui nous apporterait quelque chose au niveau économique, au niveau technique. En plus, on pourrait connaître le voisin qui va monter son ordinateur, etc. Donc, cette notion-là, elle est d'importance. Ceci dit, soyons réalistes. Qu'est-ce qui est réellement faisable? Donc, c'est pour ça que je parle plus d'autonomie stratégique dans le sens où il y a beaucoup de choses qui sont faisables au niveau, effectivement, comme nous l'avons très bien entendu donc de la part d'Infomaniac. Beaucoup de choses sont réalisables, comme dans beaucoup d'autres domaines, pas uniquement dans le cloud d'ailleurs. Hein. Et cette autonomie, elle peut aussi passer par une volonté, elle doit passer par une volonté politique, effectivement, et elle n'est pas facilement, c'est pas facilement possible de la mettre en place. Il y a une autre notion aussi que je voulais aborder, c'est la notion de différence entre le cloud ou la souveraineté numérique et le cloud de confiance ou cette notion de confiance numérique. On confond souvent les deux. Parce qu'en fait, c'est pas parce que on va avoir une souveraineté numérique, un cloud souverain, que c'est un cloud de confiance, puisque le cloud souverain, c'est fait pour soi-même, on le fait pour nous-mêmes en fait à la base, alors que de confiance, on le fait avec les autres, pour les autres. Donc, c'est ces deux notions-là aussi, je trouve intéressantes de lancer en début de débat. Merci beaucoup. Delphine Sétier, vous êtes secrétaire générale d'Alpes ICT. Et je crois que vous partagez assez la vision de Lénique Pédron et que vous voulez plutôt avoir une approche réaliste de ces enjeux de souveraineté numérique. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot aussi? Oui, absolument. Alors, je partage tout à fait l'avis de Lénique sur l'autonomie stratégique qui me semble effectivement beaucoup plus réaliste. Ensuite, il me semble important aussi de choisir ses combats aussi face à la réalité. Hein, quand on parle de dépendance ou de vie numérique, la vie numérique, on a tous un smartphone dans la poche. Au niveau aussi des frontières avec le numérique, elles sont un petit peu revisitées. Et puis on peut voir aussi ces questions de dépendance. Est-ce qu'on est dépendant énergiquement? Est-ce qu'on fabrique nos propres voitures? Est-ce qu'on a effectivement la possibilité de fabriquer des téléphones ou des ordinateurs? Aujourd'hui, on n'en est pas là. Après, sur un autre point qui me semble aussi important, toujours dans cette notion de regarder la réalité, c'est est-ce qu'on peut concurrencer les GAFAM? Il me semble que non, pas par manque de volonté, justement, mais je pense que c'est plutôt une problématique industrielle. Si on regarde un petit peu les investissements qui ont été faits, vous l'avez dit, Marc, depuis de nombreuses années par les États-Unis au niveau des technologies numériques, rien qu'en 2023, ils ont investi 17 fois plus que la Suisse. Je crois qu'on est sur des chiffres de 700 milliards de dollars. Donc c'est un petit peu, si on prenait le parallèle aujourd'hui d'imaginer avoir une industrie automobile en Suisse, on aurait vraiment des complications pour le faire. Donc ça me semble réaliste en tout cas de soutenir les entreprises comme Infomaniac qui répondent en fait à des besoins des entreprises, des besoins peut-être un peu plus locaux. Et il y a aussi d'autres entreprises comme ProtonMail par exemple qui est vraiment dans cette lignée de protection des données. Je ne sais pas aujourd'hui qui a une adresse ProtonMail dans la salle, ce serait intéressant de le voir, mais en tout cas des solutions existent et je pense qu'il faut vraiment les soutenir.
Cédric Durand, vous êtes professeur associé à l'Université de Genève et vos travaux portent notamment, on l'a entendu, sur la souveraineté numérique, mais aussi sur la notion de techno-féodalisme. C'est pas si facile à dire, Benjamin Descostard pourra se moquer de moi, mais c'est quoi cette notion? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Oui, en un mot sur le concept de techno-féodalisme, c'est tout simplement l'idée selon laquelle ce qui se joue aujourd'hui autour du numérique est quelque chose qui n'est pas repliable, qui ne se limite pas à la logique économique habituelle. Parce que ce qui se joue fondamentalement dans le numérique, c'est finalement la centralisation des capacités de coordination de nos sociétés. C'est-à-dire la centralisation de la manière dont les comportements des uns et des autres va être organisé. Et donc il y a quelque chose de très particulier, c'est pas du tout la même chose que de produire des voitures ou de produire des services, peu importe quels exemples on peut prendre. Alors qu'est-ce qui se joue dans cette centralisation des moyens de coordination? Eh bien, il y a l'histoire qui nous a été racontée tout à l'heure. C'est le passage d'un web des années 90 où ce qu'on espérait, c'était une forme de décentralisation, un capitalisme régénéré avec beaucoup de petites entreprises, beaucoup d'initiatives, un renouvellement permanent, finalement quelque chose d'une démocratie économique, un genre de démocratie économique avec plus de compétition. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à l'inverse? On a au contraire une monopolisation à l'échelle mondiale. Et la monopolisation, elle est principalement aux États-Unis et dans une moindre mesure en Chine. Mais il y a deux pôles, ce n'est pas des monopolisations continentaux, c'est vraiment une monopolisation à l'échelle mondiale. Et cette monopolisation à l'échelle mondiale, elle a deux grandes implications. Je ne veux pas être très long, mais pour le dire très simplement, la première implication, c'est une concentration majeure des profits, parce que l'ensemble des activités économiques, des administrations et des individus aujourd'hui sont médiés par ces grandes plateformes. On l'a dit tout à l'heure, le cloud est monopolisé par Google, Microsoft et Amazon. Et donc ça veut dire que dans pratiquement la totalité des applications qu'on utilise d'une façon ou d'une autre, il y a in fine une rémunération qui va aller à ces entreprises-là. Donc ça, c'est une concentration considérable des profits. Et deuxième élément, c'est que c'est aussi une concentration des capacités de comprendre nos sociétés. Et en particulier de centraliser la connaissance. Et donc, parce que le cloud, même si on respecte les données individuelles qui sont dedans, on voit émerger des patterns, on voit émerger une manière dont s'organisent les comportements. Et donc, on apprend de ça et on est plus fort pour l'innovation. Et donc, cette capacité de centralisation de l'innovation, c'est non seulement une promesse de davantage de revenus dans le futur, donc ce qui est une menace pour tout le monde, mais c'est aussi une menace politique, parce que cette capacité à concentrer la compréhension du social, finalement, est quelque chose qui va affecter les États. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les grands États, les États les plus puissants, s'adossent et collaborent fortement avec ces entreprises du numérique. Les États-Unis avec Amazon, Google et Microsoft, les Chinois avec des plateformes comme Tencent ou Alibaba. Et donc les autres pays se trouvent finalement d'ores et déjà sur une pente de vassalisation, si on veut continuer ce parallèle. Alors ça ne veut pas dire que tout est fermé, on a déjà vu qu'il y avait des options, mais je pense que le grand paysage, c'est celui-ci. Marc Holler, bon, maintenant on vous connaît, mais j'ai une question, parce qu'on a compris votre positionnement, c'est maintenant, qu'est-ce que peut faire la Suisse pour conserver sa souveraineté numérique? Est-ce qu'il faut que la Confédération et les cantons migrent chez Infomaniac, ou est-ce qu'il y a d'autres alternatives? C'est quoi votre solution idéale? La solution, enfin c'est une des solutions, comme j'exposais avant, ce serait de faire en fait une alliance entre des privés, des académies et la Confédération elle-même. Il faut savoir que la Confédération a 1800 employés, ingénieurs, administrateurs système, et on pourrait les mettre à contribution pour proposer une réelle alternative aux GAFAM plutôt que de faire de l'exploitation de produits du GAFAM. J'ai entendu justement qu'on ne pouvait pas rivaliser avec les investissements des Américains de 700 milliards de dollars pour reproduire en fait le GAFAM, mais il faut bien savoir qu'on ne cherche pas à reproduire le GAFAM. Le GAFAM, ils ont plein de facettes. Et nous, la facette qui nous intéresse, c'est celle en fait du cloud et du stockage des données et des services numériques. Et c'est vraiment sur cette partie-là qu'il faut qu'on s'intéresse. Et la Suisse doit absolument s'impliquer là-dessus. Je me permets juste une question, parce que peut-être que dans l'assistance, il y a des gens qui ne comprennent pas bien ce que c'est que la notion de cloud. Déjà, est-ce qu'on peut la définir très simplement? Moi, j'aime bien cette notion de, finalement, c'est les données sur le serveur de quelqu'un d'autre, ou sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, tout simplement. Mais est-ce que vous le définiriez autrement? Vous m'avez enlevé les mots de la bouche, parce que c'est ce que j'allais dire, justement. Mais le cloud, c'est exactement ça. C'est quelque chose qui paraît magique comme étant les données dans les nuages, mais on sait tous que ce n'est pas le cas. En fait, c'est simplement, le cloud, c'est le fait d'avoir des systèmes qui tournent sur plusieurs machines à la fois, de manière distribuée dans plusieurs data centers, et non simplement comme à l'époque sur un seul serveur. Et c'est ça qu'on appelle le cloud.
Merci beaucoup. Je pense qu'on va ouvrir maintenant la question au public. J'ai un peu les yeux qui sont éblouis, donc je vais m'approcher. N'hésitez pas à lever la main, je vous amène volontiers mon micro. Est-ce qu'il y a des... Pardon. Oula, je vois rien. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous pouvez poser des questions à nos invités? Je vais courir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci beaucoup, Grégoire, pour le micro. Donc, par rapport à ce que disait Marc Keller, alors, étant dans une démocratie directe, j'imagine que vous pouvez très bien lancer une initiative demandant à la Confédération ce que vous voulez, justement, ce que vous venez d'énoncer. Et une fois que vous aurez collecté 100 000 signatures, je pense que c'est faisable dans le contexte actuel, on aura un vote là-dessus. Alors, est-ce que vous y avez songé? Et puis, une autre question, il y a la France qui voulait faire depuis plusieurs années Internet souverain. Je crois qu'il y a 2 projets, un mené par Dassault et un autre par Thales, mais ils ont pris des partenaires, l'un Microsoft, l'autre je crois Google. Et alors quand j'ai parlé avec les officiers de français, ils ont dit mais vous savez, le Patriot Act ne s'applique pas, donc les données ne peuvent pas être transférées au gouvernement américain parce que le maître d'œuvre est une entreprise française. Alors bon, ça m'a un peu fait rire, mais enfin, certains le prennent au sérieux, donc est-ce que vous pouvez aussi commenter là-dessus? Oui, pour la première question pour Marc Keller, et puis je propose qu'on passe la parole ensuite à Delphine Sétier pour la deuxième question, si ça vous va. Alors je réponds au niveau de l'initiative. C'est quelque chose auquel on a déjà pensé. Maintenant, on est une société privée. On a des objectifs qui sont notamment rendre des services à nos clients qui sont déjà chez nous, et nos clients ne payent pas directement pour lancer des initiatives. Donc nous, on doit être fidèles envers nos clients et leur rendre finalement des services pour lesquels ils payent. Infomaniac, on est seulement 250 personnes, et si on se lance sur ce genre de sujet, je pense qu'on va un petit peu trop se disperser. Maintenant, c'est sûr que un des grands souhaits que j'ai, ce serait de faire une alliance entre plusieurs acteurs du monde numérique en Suisse, et justement de lancer un tel projet, mais on ne le fera pas seul. Donc si on le fait, ça sera plus avec des autres acteurs locaux, et il y en a beaucoup. Je ne suis pas tout à fait sûre d'avoir compris sur les projets éventuellement français ou européens qui auraient été faits sur cette initiative de faire un cloud. Peut-être que vous en savez un petit peu plus. Moi, je voulais rebondir là-dessus sur effectivement la dimension nationale des alternatives aux GAFAM ou aux entreprises chinoises. En fait, il n'y en a pas. Je pense effectivement que à un certain niveau de généralité, des alternatives nationales, c'est trop étroit. Il y a un certain nombre de services pour les rattraper. Vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure. Les investissements nécessaires sont si considérables, l'avance est tellement importante qu'on ne peut pas nécessairement rattraper là. Et donc, il y a des enjeux d'économie d'échelle extrêmement importants à faire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire au niveau de chaque pays. Ça a déjà été discuté, je suis d'accord avec ça. Mais néanmoins, il y a des services généraux, on pourrait dire des services génériques de l'ordre de l'Internet qui nécessitent des échelles extrêmement importantes. C'est vrai du point de vue logiciel, du point de vue du traitement des données, c'est aussi vrai du point de vue des infrastructures. Aujourd'hui, les câbles, ils sont majoritairement construits par des entreprises privées, alors qu'auparavant, ils étaient construits par des consortiums publics. Donc là, c'est un exemple de souveraineté qui doit être partagé. Donc, le point que je veux évoquer, c'est tout simplement que l'idée de réfléchir à une alternative à la Chine, aux États-Unis, du point de vue de la souveraineté numérique, qui soit uniquement à l'échelle d'un pays, est à mon avis une erreur. Et il faut donc poser le problème en termes de coopération internationale, au niveau de l'ONU ou à d'autres échelles, mais en tout cas de coopération internationale pour produire des services numériques universels générales à l'échelle de la planète. Et cette discussion, elle commence à émerger. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler du conflit entre Elon Musk et le gouvernement brésilien il y a quelques semaines, qui avait conduit à la suspension de Twitter pendant quelques temps au Brésil. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette controverse, mais suite à ça, on est plusieurs centaines d'économistes à avoir signé une tribune, dont le récent prix de la Banque de Suez en hommage à Alfred Nobel, Daron Acemoglu, qui demande justement davantage de collaboration au niveau de l'ONU pour faire émerger un projet d'Internet qui respecte la souveraineté démocratique et des États et des peuples. Peut-être si je peux rajouter une solution qui me semble un petit peu plus concrète, et vous en avez parlé tout à l'heure, c'est l'open source.
qui a été aussi qui est une idée qui est soutenue par Yann LeCun, donc qui travaille chez Meta. Alors, est-ce qu'il a un agenda? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça représente des avantages assez considérables, notamment au niveau de la diversité culturelle. C'est aussi ce qu'on reproche beaucoup dans les projets d'intelligence artificielle qui proviennent des Américains. Ça permet aussi cette culture, cette innovation collaborative. Et je pense que ça, c'est une piste qui doit continuer, en tout cas, de se développer. Et peut-être le troisième point aussi que je vois d'intéressant avec l'open source, c'est tout ce qui concerne l'augmentation des compétences locales qui sont absolument nécessaires quand on parle d'industrie numérique, en tout cas, ou le vœu d'avoir vraiment une autonomie stratégique numérique en Suisse. Mais je me permets encore de demander des sous-titres, parce que peut-être qu'il y a des gens ici qui ne savent pas ce que c'est que l'open source. Est-ce qu'on peut le définir en quelques mots, juste pour que les gens comprennent bien de quoi on parle? Parce que c'est un enjeu aussi important. Donc, ouais, alors l'open source, c'est en fait en gros, c'est des logiciels dont le code source est disponible en ligne. Donc, à l'inverse en fait du code propriétaire, c'est-à-dire que quand une entreprise privé développe un logiciel, ou ça peut être aussi un particulier développe un logiciel, il va décider soit de garder la source pour lui, donc finalement d'empêcher d'autres personnes de voir comment ça a été codé, comment est créé ce programme, et surtout empêche les autres finalement de le récupérer pour l'améliorer, à l'inverse du coup de l'open source qui lui, en fait, ça revient à publier le code en ligne, et ce qui fait que d'autres sociétés, d'autres personnes peuvent reprendre en fait ce code et l'améliorer, le modifier, le faire évoluer. Et le commercialiser aussi. Pardon? Et le recommercialiser derrière, c'est le. Et le recommercialiser selon les licences, parce qu'après il y a aussi une histoire de licence. Il y a des licences qui vont autoriser la commercialisation, d'autres qui vont l'empêcher parce qu'ils sont dans une idée de garder la pérennité open source du projet. Et parmi les grands projets en fait qu'on peut citer en open source, il y a tout le monde de Linux, déjà qui est open source et qui est justement le noyau qui fait tourner aujourd'hui absolument tout en termes de système d'exploitation. Et puis juste autre chose où je vais un tout petit peu divaguer par rapport au sujet d'avant, mais on parlait justement en parlant d'open source et de cloud, en fait il y a un projet qui s'appelle OpenStack, qui est un projet de cloud open source et qui fonctionne parfaitement bien. C'est-à-dire que beaucoup de sociétés en fait reposent dessus. On a notamment par exemple OVH en France qui est le 4 ou le 5e plus grand hébergeur mondial à leur cloud entièrement sur OpenStack. Infomaniac, on travaille avec, mais on a aussi la NASA par exemple ou le CERN. Donc ça montre bien qu'avec des logiciels open source, on peut créer des clouds qui sont conséquents et largement suffisants à l'échelle d'une nation comme la Suisse. Et un fait intéressant par rapport à l'open source, c'est que la Suisse a fait le choix pour l'IA de miser sur l'open source, notamment avec un projet qui s'appelle ALPS, c'est bien noté, et qui va permettre peut-être d'éviter de se retrouver dans la situation dans laquelle on est avec ce cloud et de permettre d'avoir des IA qui seront plus ouvertes et qui vont correspondre à ce que l'on souhaite en tant que citoyen. D'autres questions? J'en vois une là-bas, au fond. Merci. Comme ça, je ne vais pas courir. Oui, merci beaucoup. J'ai eu le privilège d'être conseillère municipale et députée dans des commissions où tout d'un coup, il fallait faire des choix stratégiques sur des développements informatiques de la municipalité ou autres. Et en fait, on s'est toujours retrouvé confronté un peu à cette discussion-là, c'est-à-dire, oui, il existe l'open source. En général, les gens de gauche étaient plutôt pour l'open source. Je caricature, mais c'était un peu ça. Et après, on avait des vendeurs de systèmes informatiques qui venaient, qui avaient des énormes carrures économiques, financières, qui avaient vendu leurs programmes à des tas d'États, à des tas de villes, ce qui était très rassurant pour tout le monde. Et finalement, c'était toujours ces solutions-là qui étaient choisies. Alors finalement, j'ai cru comprendre tout à l'heure que l'université avait aussi plutôt choisi un GAFAM plutôt qu'une open source. C'était le cas de la ville de Genève aussi, ce qui m'avait désolée, mais en même temps, on est très démunis. Je pense que le monde politique est très démuni pour prendre position sur ces questions-là, parce qu'en fait, c'est des tels montants qui sont en jeu pour développer des systèmes peut-être alternatifs,
finalement, comment ces décisions-là peuvent être accompagnées, pourquoi l'université n'a pas choisi open source, pourquoi les collectivités publiques ne choisissent pas open source. Finalement, c'est quoi les écueils principaux au moment de ces choix? Peut-être Lénique Pédron, vous voudriez réagir là-dessus? Effectivement, mettre en place des systèmes open source, de base, on se dit que ça coûte pas cher puisqu'effectivement c'est open source. Mais en fait, il y a toute la partie de talent qu'il faut mettre autour, donc de personnes qui vont maintenir, qui vont mettre en place. Et c'est pas si simple. C'est ce qu'on entend depuis des années. Deuxième chose, je pense qu'il y a un travail de sensibilisation à faire auprès des politiques pour leur donner les bons outils aussi pour comprendre comment ces systèmes open source pourraient être mis en place. Alors moi je suis pas 100% open source, peut-être que c'est compliqué à mettre en place, mais en tout cas déjà d'aller dans ce sens et de voir ce qui se passe au niveau suisse, mais aussi au niveau international, au niveau de l'IA. On est en train de, donc de l'intelligence artificielle, on est en train de reproduire les mêmes modèles avec des grandes sociétés américaines et chinoises qui prennent le lead sur des grands marchés. Donc je trouve intéressant qu'en tout cas en Suisse, on essaye de faire un peu différemment et qu'on essaye de se positionner de cette manière-là. Effectivement, il y a une question autour de la France qui disait que oui, la France a crié au loup et puis voulait absolument éviter les grands GAFAM sur son cloud et puis en fait travaille avec Microsoft et les autres. Donc il y a un point aussi intéressant à travailler qui est peut-être encore... qui est à développer en tout cas en Suisse peut-être aussi aujourd'hui, c'est que c'est touché à la partie légale, c'est-à-dire qu'il y a ce côté, en fait, de tout ce qui va autour de la souveraineté numérique, c'est pas un problème technique, c'est une base politique et une discussion qui doit se faire au niveau aussi économique. Donc il y a ce point-là. Si on regarde l'Allemagne, en revanche, l'Allemagne, ils travaillent énormément et de plus en plus avec tous ces outils open source. Ils poussent cette dynamique-là. Donc en fait, on se rend compte que oui, c'était le discours qu'on entendait il y a quelques années, oui, c'est pas simple à mettre en place, mais en même temps, rien n'est simple à mettre en place. Mais il y a des écoles qui vont un petit peu maintenant dans l'autre sens. Delphine Sétier, si je me permets de reformuler encore la question de madame, aujourd'hui, vous pensez à cette notion de réalisme, mais quelque part, si on ne fait pas confiance à un moment donné à des acteurs locaux, est-ce qu'on peut développer nous-mêmes une politique industrielle? Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où se reposer, peut-être, c'est ce que suggérait madame, se reposer toujours sur des acteurs qui sont certes très performants, mais qui posent d'autres questions? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque à ne faire que de se reposer sur ce qui fonctionne et ne pas donner sa chance à des acteurs peut-être un peu plus petits, mais qui peuvent aussi être compétitifs? Alors l'open source, effectivement, c'est un effort, c'est aussi un pari sur l'avenir. C'est vrai qu'il y a toujours un petit peu comment on pourrait dire, un parallèle un peu compliqué, dans le sens où Alpacity, par exemple, soutient les entreprises dans cette transition numérique. Quand on est une PME en Suisse, on cherche la performance, on cherche à réduire les coûts, on est souvent sur des marchés internationaux. Les solutions aujourd'hui qui sont accessibles, qui fonctionnent bien et qui mettent peu de temps à se mettre en place dans l'entreprise, elles sont souvent américaines, malheureusement. Mais en tout cas, c'est le choix de la plupart des entreprises suisses. Et c'est vrai que les discussions qu'on a aujourd'hui, c'est central, c'est ultra important et il faut les avoir, mais la réalité du terrain des entreprises et de l'économie, bien souvent, c'est de se tourner vers des solutions qui fonctionnent. Alors après, je pense qu'on a des solutions qui correspondent absolument aux outils innovants et excellents d'Infomaniac pour des entreprises qui auraient un besoin très défini. Mais je pense qu'encore une fois, il faut vraiment regarder qu'est-ce qui est important, quelles sont nos priorités et pas avoir une certaine religion de l'open source ou du souveraineté à tout prix. Il faut aussi pouvoir rester dans la course aux nouvelles technologies. Ça va très très vite. On l'a vu quand Google est sorti. Aujourd'hui, j'ai vu une information intéressante. Google a perdu 25% du trafic qui se sont transférés vers les large language models, notamment Perplexity, ChatGPT ou autres. Ça va vite, donc il faut aussi pouvoir suivre. Et puis le point aussi qui
inquiète d'une certaine manière les entreprises, si je peux parler pour elles, c'est aussi ce cadre réglementaire qui est aussi en quelque sorte un frein à l'innovation et aussi l'accès au dernier modèle, par exemple, d'OpenAI ou d'Apple Intelligence qui sortira sur les téléphones. Ça, les entreprises le voient plutôt comme un retard, encore une fois, technologique qu'on pourrait avoir en Suisse. Oui, pour fluidifier un peu la discussion, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une question, une réponse, histoire qu'il y ait quand même d'autres personnes qui puissent participer. C'est aussi l'idée de cette soirée. Est-ce qu'il y a des questions? Donc là, il y avait monsieur qui lève la main, oui. Merci pour cette table ronde. Peut-être profiter de la présence de Madame Cast avec nous pour parler de la loi qui est passée cet été sur l'MBAG et l'obligation pour les administrations suisses de publier justement leur code. Vous en avez entendu parler, je pense. Vous voulez dire la LMETA? Oui. Oui, la LMETA s'applique uniquement à la Confédération, non? À l'administration fédérale, oui. Mais est-ce que ce n'est pas justement un signe par rapport à l'open source et le fait que, oui, on a à la Confédération des bons informaticiens qui contribuent et qui font des logiciels superbes? Alors, je reformule juste la chose parce que je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est que la LMETA. C'est une loi assez vaste qui cadre en fait la façon dont les autorités de la Confédération utilisent les moyens électroniques. Et une des dispositions dans cette loi mentionne que l'administration fédérale doit, sous certaines conditions, publier le code des logiciels qu'ils font développer ou qu'ils développent eux-mêmes pour leur utilisation, sous réserve de certaines restrictions, notamment en termes de sécurité. Voilà. Donc, je vais peut-être passer la parole à M. Dunant là-dessus, sur cette question. Comment vous voyez ça? Oui, bah, c'est intéressant, ça participe à faire vivre l'écosystème du logiciel libre, et donc c'est de ce point de vue-là tout à fait positif. Je voudrais, là encore, peut-être nuancer sur l'aspect positif du logiciel libre. C'est-à-dire pendant longtemps, ça a été quelque chose de très combattu par les GAFAM, en particulier Microsoft a été à la pointe de la bataille contre ça. Mais aujourd'hui, l'intégralité des GAFAM travaillent beaucoup sous forme de logiciel libre. Et en fait, même sont capables de mobiliser une forme de travail gratuit au service de leur projet. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour faire des profits dans l'économie du numérique, c'est pas seulement une question de logiciel. C'est en fait la conjonction de trois choses. C'est des données, des logiciels et une infrastructure. Et donc, si on est capable d'avoir davantage d'innovation du côté des logiciels, mais de le redéployer parce qu'on est les seuls à avoir l'infrastructure ou les seuls à avoir les données, eh bien finalement, c'est nous qui allons, enfin, c'est l'entité en question qui va être capable de valoriser ce qui va être fait à ce niveau-là. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a une... Voilà, lorsqu'on parle du numérique, en fait, il y a beaucoup de choses qui s'entrelacent. Donc, il y a ces trois échelles que j'ai évoquées. Et je voudrais peut-être toujours, pour aller dans la même idée, insister sur l'idée que autour de l'enjeu de souveraineté, finalement, c'est des dilemmes qu'il y a. Des dilemmes entre avoir l'application la plus performante qui vient de sortir, donc c'est le débat qui vient d'être soulevé autour de l'autorisation des dernières générations de terminaux d'intelligence artificielle, enfin de services d'intelligence artificielle. C'est d'un autre côté la sûreté, la robustesse, qui peut éventuellement aller de pair avec une moindre performance. Et du coup, fondamentalement, l'enjeu pour les autorités politiques, c'est de savoir comment garantir aux citoyens, aux entreprises et à la décision politique elle-même une forme de robustesse, là où c'est décisif, sans couper pour autant, sans aller vers une forme d'isolat lorsque ce n'est pas absolument nécessaire. Et c'est vraiment autour de ça que la décision démocratique devrait se concentrer. Là où il faut accepter d'avoir moins de performance pour être plus sûr, et là où on veut absolument aller vers la performance. Une autre question? Oui, bonsoir. Lorsqu'on parle de web, on pense beaucoup au PC, au smartphone, mais les choses vont très très vite aujourd'hui. On le voit avec les systèmes d'IA et demain les voitures autonomes, objets connectés, etc. Ma question c'était, on voit que ça va beaucoup plus vite au niveau technologique et peut-être pas assez au niveau législatif ou politique. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait faire que les politiques se bougent un peu plus sur ces thèmes-là? Ou est-ce qu'il faut vraiment attendre quelque chose de grave, une crise ou un drame ou autre, avant qu'on mette plus l'accent sur effectivement ces questions de souveraineté, etc. Si je peux juste me permettre, le seul problème, c'est qu'on n'a pas de représentants finalement des autorités qui sont sur le plateau de politique qui peuvent répondre directement à cette question. Donc peut-être que, enfin, c'est pas que je veux pas vous permettre de poser cette question, mais peut-être qu'on peut vite y répondre rapidement, mais peut-être poser des questions un peu plus larges sur l'enjeu avec ces personnes dont c'est des compétences. Est-ce que quelqu'un voulait répondre directement à cette question? Marc Holler.
Si j'ai bien compris, la question c'est comment faire évoluer les politiques sur la question. Comment éveiller finalement leur intérêt là-dedans. C'est assez complexe, c'est multifactoriel justement. C'est genre la question qu'on avait de madame précédemment qui disait qu'elle se sentait démunie quand elle devait prendre ce genre de décision. Je pense que la première chose à faire déjà, c'est de consulter les personnes en fait, qui sont dans le domaine. C'est déjà une première chose. En fait, si on a un souci d'ordre médical, on va voir un médecin. Si on a un souci d'ordre mécanique, on va voir un mécano. Et c'est la même chose du côté informatique. J'ai l'impression que tout le monde a un petit peu un avis, tout le monde a un peu quelque chose un avis en fait finalement, tout simplement, et tout le monde a des idées reçues. On parlait justement d'idées reçues avant sur l'open source, en disant que l'open source, c'est si on veut être performant, il faut aller sur le privé. Si on veut être un petit peu bobo de gauche, il faut faire de l'open source. Je pense que ça, c'est une idée reçue, mais totalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'open source, on sait que c'est majoritairement utilisé, que c'est ultra puissant, efficace. Alors effectivement, sur des projets complexes, ça va demander des personnes qui vont travailler, mais si c'est pour mettre en place des mails, faire plein de choses un petit peu standards, aujourd'hui l'open source a carrément la capacité d'y arriver. Maintenant, je pense que voilà, ce qu'il faudrait, ce serait un peu plus de lien finalement entre les politiques et les acteurs du marché, mais aussi également des personnes du monde académique, et qu'il y ait de la consultation qui se fait en fait, tout simplement. Je peux vraiment témoigner à titre personnel. J'ai jamais été consulté en fait sur aucune question en fait d'ordre numérique ces dernières années. Donc en fait, je pourrais dire ces dernières années en fait, mais depuis tout le temps, tout simplement. Donc voilà, ça serait déjà un premier pas. Et puis c'est notamment quand nous, en fait, on essaye de rentrer en contact, qu'on nous réponde en fait, et puis qu'on écoute des fois un petit peu aussi ce qu'on a à dire, parce qu'on a des conseils qui ne sont pas uniquement vendre nos services. Et de nouveau, je ne suis pas en train de vendre les services d'Infomaniac, je suis en train de vendre une philosophie différente. Aujourd'hui, on doit considérer les acteurs de l'open source et les acteurs locaux globalement et faire notre propre structure. Oui, on prend encore 2 questions, parce que malheureusement le temps passe et on a une conclusion qui va être aussi très sympathique, donc il faut avoir aussi le temps de l'écouter. Donc est-ce que... Ouais, bah voilà. Oui, bonsoir. Je pense que ça vient d'être dit très bien. Le numérique, c'est d'abord une histoire de confiance, parce que les gens n'ont pas les compétences pour choisir. Et en partant de là, je pense que cette notion de cloud souverain, pour moi, elle me semble un peu étrange. Le web a été inventé à quelques kilomètres d'ici, au CERN. Et si le web s'était cantonné au CERN ou s'était cantonné à la Suisse, il ne serait jamais devenu ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un outil technologique absolument révolutionnaire qui permet à chacun de communiquer instantanément, gratuitement, à travers toute la planète. Et d'ailleurs, on a juste à regarder en France le Minitel et son magnifique échec, parce que justement, il a été beaucoup trop restreint. Peut-être juste pour poser votre question. Ouais, excusez-moi. Je suis désolé. Hein, Non, ce que je voulais dire par là, c'est qu'est-ce que vous entendez vraiment dans cette histoire de cloud? Est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à œuvrer à chiffrer comme il faut nos données pour pouvoir garder le contrôle de nos données et se protéger, plutôt qu'absolument vouloir des infrastructures locales qui n'ont pas forcément d'intérêt? Je crois que Lénique Pedron avec la Trust Valley, c'est la personne parfaite pour répondre. Alors effectivement, c'est la nuance que j'ai donnée tout à l'heure, c'est la différence entre le cloud souverain et le cloud de confiance. On a tendance à se dire que c'est la même chose, mais ce n'est pas parce qu'on a un cloud souverain qu'il sera forcément de confiance, parce qu'on va parler de sécurité. Et puis, quand on parle de sécurité, faut faire des choix. C'est-à-dire que toute sécurité, c'est pas non plus quelque chose qui nous permet d'avoir des outils qui sont sympas et puis qui nous permettent de travailler et de développer notre économie. En revanche, d'avoir un cloud complètement souverain, c'est pas du tout ce qui va faire que derrière la sécurité est mise en place. Donc le débat sur le chiffrement aujourd'hui au niveau mondial est sur la place, et ça n'intéresse absolument pas le citoyen. Voilà, soyons clairs. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut voir au niveau du chiffrement, c'est intéressant parce que d'ailleurs la Suisse et la Finlande se positionnent d'une manière un petit peu différente des autres pays. Moi, je trouve intéressant vraiment de voir comment aujourd'hui on peut faire des choses au niveau du chiffrement. Alors nous, dans la Trust Valley, on a beaucoup de sociétés, des startups, mais des PME, des grands groupes qui travaillent sur ces aspects de chiffrement. C'est un gros sujet.
On se bat aussi pour démocratiser, pour expliquer aussi aux politiques ce que ça va vouloir dire de ne pas avoir de chiffrement et ce que ça veut dire, entre autres, la différence entre un cloud de confiance et uniquement souverain. Donc, pour répondre à la question, oui, c'est essentiel aujourd'hui de regarder ça de cette manière-là, le chiffrement, le positionnement qui doit être fait, mais en gardant le trade-off. Oui, donc juste, il y a une question de Madame la conseillère d'État Caroline Cast qui va conclure cette partie de questions au public. Je vous donne le micro. Pardon. Oui, c'est une question remarque parce que plusieurs fois, vous-même avez interpellé les autorités, les pouvoirs politiques, ça a été dit à plusieurs reprises, certaines personnes du public l'ont dit également. Mais en fait, moi j'ai envie de vous renvoyer la question. Vous le savez peut-être pas, mais je pense que c'est hyper important de le rappeler quand on parle de choix d'infrastructure, de choix de cloud, souverain, pas souverain, de confiance, peu importe les notions qu'on met derrière, de choix économiques, de choix en tant que client. C'est que l'État est soumis, l'État dans son acceptation la plus large, est soumis à une règle complètement anodine, qui va peut-être vous sembler complètement absurde et dite comme ça dans ce débat-là, c'est celui de la meilleure offre économique. Et très souvent, on ne choisit pas en tant qu'autorité politique. On ne choisit pas. Ce sont les offres qui choisissent à notre place. C'est la meilleure offre selon des critères qui sont imposés dans des règles, notamment la règle sur les accords sur les marchés publics, qui lie toutes les collectivités publiques. Donc finalement, j'ai envie de retourner un peu la question. Il y a deux manières d'influencer le choix des politiques. La question n'est pas forcément de leur faire comprendre les choses. Parce que, je vous rassure, les députés ne sont pas spécialistes en ingénierie routière, ni en transport public, ni dans tous les autres domaines sur lesquels ils sont appelés à décider. Et donc, ils n'ont pas besoin d'être spécialistes pour décider, ils ont besoin d'être représentants du peuple, c'est pour ceux-ci qu'ils ont été élus, et ils ont besoin de respecter les règles. Et ça, c'est normal, c'est l'action publique qui l'exige. Mais il y a un moment donné, quand nous, en tant que pouvoir public, on doit choisir une infrastructure, soit on a des normes extrêmement strictes qui restreignent le choix, typiquement une entreprise locale, et c'est marqué dans une loi, et c'est imposé, et là, ça veut dire que ce sera qu'une entreprise locale, et que ça peut être que des données stockées en Suisse. Et c'est par exemple une norme qui existe dans la loi sur la protection des données. Et à ce moment-là, le choix va toujours se faire selon la règle économique, l'entreprise qui fait la meilleure offre, mais sur un champ d'entreprise les plus restreints parce qu'elle se conforme à des règles strictes posées par la loi. Mais lorsque c'est ouvert à tous, j'ai envie de retourner à la question, comment pouvez-vous faire pour être meilleur que les BIAFA? Parce que c'est ça notre enjeu. En tant que collectivité publique, à moins qu'on ait une loi qui nous impose un choix d'acteurs restreint, nous n'avons pas le choix de choisir le meilleur, et comme vous l'avez très bien dit, le meilleur économiquement aussi, et comme vous l'avez très bien dit, il s'arrange pour éliminer la concurrence, il se positionne sur les trois axes que vous avez donnés, les infrastructures, les données et la compétence, l'application, enfin le produit lui-même, et ça devient très difficile de les battre. Et en tant que collectivité publique, nous n'avons pas le choix de prendre le meilleur. Donc ce n'est pas aussi simple que de dire ce n'est qu'une question de choix politique. C'est une question qui est bien plus complexe et qui met aussi les questions des acteurs économiques. Donc comment pouvons-nous faire que les entreprises locales soient les meilleures selon les règles des marchés publics? Alors, très brièvement, parce que malheureusement sinon on va vraiment casser le compteur et je crois que les organisateurs tiennent à ce qu'on respecte le timing, mais peut-être Cédric Durand et Marc Koller sur cette question. Oui, merci beaucoup. Effectivement, la question est très bien posée, c'est-à-dire que la question, c'est celle de la criticité, et en fonction de la criticité, les critères de l'appel d'offres ne doivent pas être les mêmes. Et donc, je pense qu'il y a un gros travail là-dessus. La deuxième chose qui est plus longue, mais aussi qui est importante, c'est la question de là où c'est vraiment décisif du point de vue des États, du point de vue du canton, mais surtout des cantons ou des acteurs étatiques plus largement, c'est la constitution d'une offre. Ça prend du temps, ça prend 5 ans, ça prend 10 ans, mais si on juge que c'est vital, il faut produire le service dont on peut être sûr.
Et un point qui me semble extrêmement important, c'est de bien voir que la question du matériel, enfin la confiance qui était évoquée tout à l'heure, elle a de multiples dimensions. Mais elle a aussi une dimension matérielle. La localisation est aussi un enjeu de souveraineté, puisque les infrastructures sont aussi des points de vulnérabilité. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. Marc Holler. Je réponds en fait assez directement à la question, mais c'est-à-dire que là, on se place dans une logique en fait d'appel d'offres et de finalement que le meilleur gagne. Ça, je suis entièrement d'accord et c'est normal. Jusqu'à maintenant, on n'a peut-être pas été le meilleur, c'est possible. Maintenant, c'est déjà aussi une question d'angle de vue, c'est-à-dire qu'on décide de travailler avec un acteur. Déjà, peut-être que l'État devrait ne pas travailler avec un acteur et décider de se servir lui-même en fait dans les solutions open source qui existent et de s'appuyer sur des acteurs locaux. Là, on change déjà un peu de paradigme et c'est pas une question d'appel d'offres. Et ensuite, effectivement, il y a certains appels d'offres qui vont être restreints légalement en disant on doit choisir des acteurs locaux, mais en fait, s'il n'y a pas ces règles, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut choisir n'importe qui et qu'il n'y a pas aucune règle. Mais du coup, c'est quoi qui prime? C'est le prix? Parce que dans ce cas, on est largement moins cher. Sinon, c'est quoi? Derrière, ça va être les questions des fonctionnalités, mais du coup, au moins, faut-il encore tester ce qui existe. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on fait que renouveler des services qu'on a l'habitude d'avoir depuis début des années 2000, si ce n'est avant, plutôt que de reconsidérer ça. Donc pour moi, ça va aussi au-delà de l'appel d'offres. L'appel d'offres, c'est évidemment une chose, et si un jour il y a un appel d'offres qui est déposé, eh bien, évidemment, on va aller dedans et on va participer. Mais par contre, cet appel d'offres, ce serait bien, même si ce n'est pas obligatoire, mais que ça prenne certains critères en compte, comme typiquement proposer des solutions open source, participer à l'emploi local, participer à la formation localement, etc. Donc pour moi, comme vous dites, c'est pas noir, blanc. Je sais bien que la vérité, elle est au milieu. On aura loisir d'en discuter peut-être tout à l'heure. Mais voilà, il faut déjà peut-être un tout petit peu changer d'angle de vue et puis se poser les bonnes questions. Et pour ça, mettre les acteurs autour de la table, déjà en amont peut-être de la création de l'appel d'offres. Merci beaucoup. Juste rapidement. Toute dernière alors. Ce qu'on essaie, ce qu'on fait en fait dans la Trust Valley, c'est qu'on met en place des proof of concept. Donc concrètement, ça veut dire des tests, des bêta-tests avec des sociétés qui sont des startups. Et ça me donne une idée en fait. Je me dis pourquoi on devrait peut-être ouvrir ça aussi aux PME de la région et commencer à faire des bêta-tests de cette manière-là. C'est tout. Merci beaucoup. Merci à tous nos interlocuteurs. Je propose maintenant d'accueillir Benjamin Descoster, qui est un humoriste et qui va tenter de nous faire rire avec ces sujets qui n'ont pas fait beaucoup rire ce soir. Donc, bonne chance à lui. Bonsoir, vous m'entendez? Voilà, je suis content, il n'y a pas eu d'appel d'offres pour savoir qui c'est qui allait faire les blagues ce soir. De toute façon, je suis moins cher que Wiesel. Il n'y a plus que moi, après c'est fini, rassurez-vous. Je viens, voilà, c'est bon, je cherche juste la télécommande. Il n'y a plus que moi, après c'est fini, rassurez-vous. On va bientôt pouvoir rentrer à la maison et scroller Instagram devant Netflix. Comme vous pouvez le constater, c'est moi qui représente la société civile ce soir. Qu'avons-nous fait du web? Quelles alternatives existent aux outils des géants d'Internet? Que d'ambitieuses questions posées aujourd'hui à l'Université de Genève. Ambitieuses parce que je rappelle qu'en mai dernier, vous n'aviez pas réussi à répondre à comment foutre dehors d'Unimail des étudiants pro-palestiniens sans appeler la police. Mais enfin, l'important, c'est de participer. Donc, qu'avons-nous fait du web? Pour rappel, le 12 mars 1989, le physicien Tim Berners-Lee inventait le World Wide Web pour que des scientifiques du monde entier puissent partager leur savoir et leurs connaissances. Et le 13 octobre 2024, Marc Euler utilisait ce même World Wide Web pour partager 7 stories Instagram mal cadrées de sa télé diffusant le départ du marathon de Chicago entre 38 gifs de boomers. Ah bah Marc Euler, c'est plein du contenu qui devient lisse et fade, je m'adapte. Ouais. Qu'avons-nous fait du web? La question est donc légitime. Et comme le disait le sous-titre de cette conférence, nos données sacrifiées au profit de quelques acteurs comme Google, Apple, Facebook, Amazon ou Microsoft. Alors je ne suis pas expert, mais une première piste de solution serait peut-être de ne pas faire la promotion de cet événement sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Mais enfin, c'est bien là toute l'ambiguïté de la chose. Je pense qu'on a le même rapport aux GAFAM qu'avec le pont du Mont Blanc en bagnole. On sait que ce serait mieux de faire autrement, mais des fois on n'a pas le choix. Et c'est pour ça que l'Université de Genève organise la journée du numérique responsable avec un programme réparti entre l'Institut des hautes études internationales que personne n'a réussi à prononcer correctement, la HESSO et le campus de l'UNIGE.
Et quel programme aujourd'hui à l'Institut des hautes études internationales? Le thème, c'était « Numérique et santé mentale ». C'est vrai que la santé mentale dans le numérique, c'est un thème très important, surtout à l'heure où les réseaux sociaux sont principalement devenus des catalogues de vie qui font plus rêver que la nôtre. Et dans ce contexte, je trouve bien que les universitaires s'approprient le thème, parce qu'il faut voir qui en parle d'habitude, hein, les influenceuses. Alors attention, je ne dis pas qu'elles ne sont pas compétentes, hein, mais si on dézoome un petit peu, parler estime de soi à des jeunes femmes, mais en 2 codes promo pour des injections dans les lèvres, il y a peut-être plus cohérent à trouver. Cela dit, c'est vrai que le numérique peut être un outil pour améliorer sa santé. L'exemple le plus connu, c'est les gens qui comptent le nombre de pas qu'ils font dans une journée, et on se prend au jeu. Bon, des fois, on se prend un peu trop au jeu. Un soir, je rentre à la maison, il y a ma femme qui est en train de faire le tour de l'appart avec son téléphone dans les mains. Allez, plus que 200 pas et j'ai atteint mon objectif. Ah, il y a clairement un impact sur le bien-être, hein. Le problème, c'est qu'on n'est pas encore sûr qu'il soit positif. Sur le campus de la HESSO, on a plus parlé de numérique durable aujourd'hui. Oui, parce que le numérique pollue, et il pollue plus que l'avion. Ça, je trouve que c'est important de le rappeler, parce qu'on n'arrête pas de se recommander des séries Netflix, mais on n'ose plus dire qu'on prend l'avion. Hein, les réseaux sociaux, c'est un bon baromètre pour se rendre compte de ça. Vous vous souvenez, quand on partait en vacances, au début de Facebook, mais c'était l'émeute. On se taguait dans un post à l'aéroport, on postait une photo du hublot de l'avion, on poquait nos potes. Puis depuis les manifs sur le climat, on apparaît directement à Lisbonne sur Instagram comme par magie. Hein, l'impact du numérique sur le climat, il est surtout dû à la fabrication de tous nos appareils. Et donc on sait qu'il faudrait résister à la tentation d'acheter un nouveau smartphone. Et en même temps, ils sont forts, Apple, hein, pour nous vendre du rêve avec leurs nouvelles fonctionnalités. Regardez la pub pour l'iPhone 16 Pro. Et ce, je cite, troupeau de chevaux islandais filmé en Dolby Vision 4K à 120 images par seconde pour un rendu sublime. Apple ne nous vend pas une caméra puissante, mais un mode de vie où on peut filmer des troupeaux de chevaux islandais. Et donc on finit par acheter, et par se persuader que le Dolby Vision 4K à 120 images par seconde va sauver nos stories mal cadrées de télé qui diffusent le départ du marathon de Chicago. Donc si on ne peut pas se passer des nouveaux smartphones, il va falloir être plus écolo dans d'autres domaines, par exemple en arrêtant de faire des enfants, ce qui aura aussi un impact sur nos smartphones, puisque sans enfants, il n'y aura plus personne pour les fabriquer. Non, je vous rassure, même dans un futur dystopique, vos enfants ne vont pas devoir fabriquer des smartphones. Non, ils finiront exploités par Batmade pour dépoussiérer les serveurs de ChatGPT. Cela dit, il y a quand même des pistes pour améliorer l'empreinte carbone du numérique. Par exemple, j'ai vu qu'à Genève, vous avez pris des mesures concrètes. Avec la stratégie climat, la ville veut lutter contre l'obsolescence programmée. Et au canton, vous avez même réussi à recycler Pierre Maudet. Voilà, depuis le canton de Vaud, Pierre Maudet, on n'arrive pas à comprendre comment des gens en veulent encore. C'est un peu le Twitter de la politique genevoise. Et pour finir avec le programme de la journée, sur le campus de l'Université de Genève, c'était le numérique responsable qui était abordé, notamment avec la conférence de ce soir. On a commencé par les mots de bienvenue. Vu l'aisance des oratrices et orateurs, j'ai cru que les robots nous avaient déjà infiltrés. On a commencé par Juliane Schroeter, professeure ordinaire de linguistique allemande et vice-rectrice de l'UNIGE en charge du numérique et de l'intelligence artificielle. C'est pas évident de passer de l'un à l'autre, hein, parce que l'allemand et l'intelligence artificielle, c'est quand même les deux extrêmes sur le spectre du fun. Là, vous nous avez parlé de votre guide sur l'utilisation de l'IA générative à l'UNI, et en préparant cette intervention, j'ai parcouru ce document de 45 pages. Alors là, vous avez réussi à concilier les deux activités. Hein. Même si ça parle d'IA, c'est quand même chiant et on pige rien. Ça m'a rappelé les cours d'allemand. Au final, c'est un bon move pour que tous les étudiants ne se mettent pas à utiliser l'intelligence artificielle n'importe comment et trop vite. Hein. Rendre ChatGPT aussi relou que le datif. Ensuite, c'est Daniela Di Maria Perret, directrice de la HESSO, qui a pris la parole. La HESSO qui regroupe beaucoup de hautes écoles. Hein, pour vous dire, elle forme des musiciens et des assistants sociaux. Et ça fait un peu écho aux ateliers durabilité que vous avez accueillis aujourd'hui, hein, avec les musiciens qui finissent au social après leurs études et un petit côté économie circulaire comme ça. Là, ça ne doit pas être facile le travail de Madame Di Maria Perret. Hein. J'en veux pour preuve les articles sortis cet été sur le prof dénoncé pour des relations inappropriées avec ses élèves. Ah, c'est le risque hein, quand on a beaucoup d'élèves et de profs. Et en même temps, rassembler autant de hautes écoles dans une même entité, ça permet les collaborations transversales. Et à mon avis, c'est que comme ça qu'on pourra être à la hauteur des grands enjeux de notre époque, comme une transition énergétique et numérique durable. Hein, par exemple, les étudiants de la filière ingénierie pourraient inventer une pompe à chaleur qu'on foutrait dans le slip des profs de la aide.
Enfin voilà, moi c'est mes pistes pour un monde meilleur. C'est gratuit, profitez. Moi je ne suis pas payé pour trouver des solutions, contrairement à Madame Cast, qui a parlé ensuite, la conseillère d'État en charge des institutions et du numérique. C'est la première fois qu'il y a numérique dans le nom d'un département à Genève. Ce n'est pas anodin, hein, ça affiche clairement la volonté de l'État d'être proactif sur le sujet. Bon, après, il ne faut pas toujours se fier au nom. Hein. Regardez au département de la santé, ils sont tous en arrêt maladie. Donc on vous attend un peu au tournant, Madame Cast, hein, surtout que vous avez dit en interview à Eddy News que le numérique était l'un des derniers domaines où il n'y a pas de querelle partisane entre la gauche et la droite. Lorsqu'un projet est bon, il est accepté, et lorsqu'il est mauvais, il est retoqué. Ah là, il va falloir avoir un bilan, hein. Vous n'avez pas le choix. Bon, pour l'instant, ça avance bien. J'ai vu l'État de Genève est sur Instagram depuis 3 semaines. Le fameux leadership de nos cantons suisses en matière de numérique. Alors d'accord, on peut se demander si c'est bon ou mauvais, mais on peut aussi se demander si c'est pas un peu à la bourre. Hein. Et surtout, vous avez également la sécurité. Pas évident avec la multiplication des cyberattaques. Hein. Le rapport de force est un peu déséquilibré entre les hackers russes et les fonctionnaires de police. Attendez, j'allume Windows 96. Christian, le mot de passe, 1, 2, 3, 4, il est en majuscule ou pas? Ensuite, on est passé au gros morceau de la conférence, la keynote de Marc Euler d'Infomaniac. Et quel parcours inspirant, Monsieur Euler. Vous nous avez dit qu'enfant, vous adoriez démonter des objets électroniques et dire que vous auriez pu avoir une carrière totalement différente si vous étiez tombé sur le vibromasseur de votre maman. Vous avez aussi dit que quand j'étais ado, c'était vital pour moi d'avoir Internet. Oui, oui, à d'autres. Hein. Ce qui est vital, c'est boire et manger, pas une connexion Internet et un paquet de mouchoirs. Non, en vrai, je vous comprends. Hein. Quand on a la vue sur la rue de Mérin, c'est normal de vouloir être connecté au reste du monde. Non, vous avez commencé au support client pour devenir directeur d'Infomaniac, et ça, je trouve génial, parce que vous avez certainement été obligé de faire un des trucs les plus compliqués qui existent depuis l'invention d'Internet. Donner un cours d'informatique à des personnes âgées à distance. Là, le support client avec les personnes âgées, ça doit être quelque chose. Hein. Bon, c'est peut-être grâce à ça que vous avez la patience d'expliquer aux politiciens pourquoi la souveraineté numérique, c'est important. Hein, vous l'avez dit, il n'y a personne qui veut être le porte-drapeau du sujet. Et en même temps, allez expliquer le cloud à Guy Parmelin. Déjà, tu ne sais pas en quelle langue le faire, entre le français et l'anglais. Du coup, un mot sur 2, Parmelin, il ne le comprend pas, puis l'autre mot, il est en anglais, alors il ne le comprend pas non plus. Après, peut-être que les UDC vont crocher au concept de souveraineté numérique. Il faut juste leur dire que c'est du web bien de chez nous. Évitez juste de leur dire que vous êtes un peu les bobos d'Internet chez Infomaniac. Alors, on peut partir sur un petit serveur local, ça se mariera très bien avec un nom de domaine en .org. Ouais, vous êtes un peu les bobos, voire même les écolos du web chez Infomaniac. Vous compensez vos émissions de CO2 à 200%. Et j'ai regardé comment ça se faisait. Et en fait, c'est comme nous, quand on achète des trucs sur Internet, on peut compenser le CO2 de notre achat en plantant des arbres. Mais si on fait ça et qu'ensuite le truc qu'on a commandé ne nous va pas, qu'on le renvoie et qu'il nous rembourse, ils font quoi? Ils doivent déplanter un arbre. Si ça se trouve, la déforestation, ce n'est pas l'extraction minière, hein, mais juste les colis à l'ando des gens qui se disent qu'ils rentrent encore dans l'UM. Alors, je crois qu'il faut être réaliste. Amazon, ils ont 20 milliards de budget publicitaire pour nous vendre leurs machins, puis nous, on plante des arbres. C'est un peu un move de désespéré. Hein. Faut être lucide, on ne va pas sauver le monde avec les arbres. On n'est pas dans le Seigneur des Anneaux. Monsieur Euler, vous avez dénoncé ces entreprises comme Facebook qui veulent nous vendre de la pub. Je viens de le faire avec Amazon, et c'est vrai que moi aussi, ces gens qui font de la pub, ça me scandalise. D'ailleurs, j'en parlerai dans mon spectacle « Le monde va mal, mais je vais bien » dès le 17 novembre à Lausanne. Vous avez aussi mentionné Google qui lit le contenu des mails, et c'est mal. Mais j'aimerais quand même qu'on ait toutes et tous une pensée émue pour l'employé ou l'employé qui doit se taper tous les mails avec la pièce jointe, c'est mieux. Voilà. Heureusement, ça n'arrivera pas chez Infomaniac. Hein. Je sais que vous n'allez pas lire les mails des gens. Bon, ok, là, tout le monde croit que vous voulez juste vendre votre cam à la Confédération aux communes. Hein. Mais moi, en préparant cette présentation, j'ai découvert que vous étiez vraiment des gens bien. Chez Infomaniac, vous avez le data center le plus écolo au monde. Le refroidissement se fait sans climatisation. L'énergie utilisée est 100% renouvelable. Le bâtiment n'a aucun impact sur le paysage puisqu'il est souterrain. Et finalement, la chaleur est réutilisée pour chauffer 6000 ménages. Tout ça pour qu'au final, nous, on puisse avoir la conscience tranquille au moment de poser des questions débiles à ChatGPT pour voir si ça marche. Enfin, à ChatGPT. J'ai bien compris qu'il fallait utiliser les outils open source d'Infomaniac. Alors, figurez-vous que j'ai fait. J'ai posé une question. Qui est le CEO d'Infomaniac ? Le CEO d'Infomaniac est Boris Siegenthaler. Désolé, monsieur Euler. Ça marche bien, votre truc. Voilà, j'ai fait ma petite blague, je suis content.
Ça valait bien la peine que vous vous cassiez la tête sur le recyclage de la chaleur de data center. Hein. Mais au moins, ils vont pouvoir se la péter, les gens qui vont être chauffés grâce à ça. Hein. C'est les premiers humains qui seront pas chauffés ni au gaz, ni au mazout, mais juste à la connerie des autres humains. Ça promet. Ensuite, on est passé à la table ronde, et heureusement, Marc Euler, vous n'êtes pas seul dans votre combat pour la souveraineté numérique. Enfin, ça, c'est ce que je croyais. Hein, vous avez fait une présentation hyper engagée et inspirante, mais bam, 30 secondes de discussion, tout le monde dit « il faut choisir ses combats ». Bon, bah dommage, hein. Oh, c'était rude pour vous, monsieur Euler, on ne vous a pas laissé en placer une à part pour vous demander d'expliquer les termes techniques. Il y a juste Cédric Durand, j'ai pas bien compris ce qu'il pensait, j'ai juste compris techno-féodalisme, puis après, plus grand-chose. Cédric Durand, je suis allé voir sur sa page de l'Uni, j'en trouvais les 8 thèses qu'il a dirigées. En gros, diriger une thèse, c'est dire aux étudiants ce que vous voulez qu'ils cherchent, puis ensuite c'est eux qui écrivent. C'est comme avec ChatGPT, sauf la réponse prend 4 ans à arriver. J'ai bien aimé que la première personne qui dise qu'on ne peut pas rivaliser avec les Américains, ce soit Lenny Pedron, qui dirige un truc qui s'appelle la Trust Valley. Non, on n'essaye pas de rivaliser avec les Américains, on pique juste le nom. Je vais expliquer ce que c'est la Trust Valley, parce qu'avant de préparer cette conférence, je ne savais pas que je vivais dans la Trust Valley. Donc je cite, la Trust Valley est une alliance visant à promouvoir toute l'expertise de la région lémanique dans le domaine de la confiance numérique et la cybersécurité. Alors, on sent bien que c'est un concept un peu bricolé, hein, parce que sur le site de la Trust Valley, l'arc lémanique, il va jusqu'à Berne apparemment. Alors, on sent qu'on veut mettre des ronds dans des carrés. On a mis Valley dans le nom pour faire comme les Américains. Après Trust, je ne sais pas vraiment ce que ça vient foutre là non plus. Trust, ça veut dire confiance. Puis tu as une vidéo de présentation. 15 secondes de vidéo, il y a la tête de Pierre Maudet. Non, j'ai rien dit sur Delphine Séitier. J'ai vu en préparant cette intervention que vous étiez installé à Neuchâtel. Voilà, Neuchâtel, ou plutôt dans la côte neuchâteloise de l'arc lémanique, selon la Trust Valley. J'ai aussi vu que vous travaillez à Alp ICT et l'Institut Sustainable IT. J'ai regardé un peu les sites web, je n'ai pas vraiment compris quelle était la différence entre les deux. J'ai juste vu le nombre de logos d'administration publique sur les sites des deux entités. J'ai compris que peu importe ce que vous fassiez, mes impôts payaient certainement une partie de votre salaire. Donc ce serait bien que vous m'expliquiez après quand même. Non, mais apparemment ça vaut la peine. Hein. L'Institut pour le Sustainable IT a rédigé une charte du numérique responsable. Article 1, nous nous engageons à optimiser les outils numériques pour limiter leur impact écologique. C'est bien, sauf qu'ensuite la charte et la liste des signataires, elle n'est pas hébergée sur le même site internet. Je ne suis pas un pro, mais il y a certainement de quoi optimiser. Et étonnamment, c'était quand même un débat avec des désaccords. Je repense à l'analyse de Caroline Cast dans Eddy.news sur le numérique. C'est un des rares sujets non partisans. Ah, qu'est-ce que ce serait si c'était partisan, hein? En vrai, les spécialistes, ils ont des avis divergents sur le numérique. Les politiques, ils sont tous d'accord parce qu'ils n'y connaissent rien. Alors, malgré mon ironie, j'aimerais quand même finir sur dire des choses positives sur cet événement. Je crois qu'on ne mesure pas forcément la chance qu'on a en tant que citoyennes et citoyens de pouvoir assister gratuitement à ce genre de rencontre entre nos géants du web à nous. Et c'est ça l'avantage de la souveraineté numérique, on peut voir les gens en vrai, et pas que sur Internet. Bon, après, pas sûr que j'aurais envie de les rencontrer, hein, les Californiens de la tech, ces temps, ça fait pas rêver. Il y a 10 jours, on a eu Elon Musk qui est tout content d'être à son premier meeting de Donald Trump. Il sautille tellement dans tous les sens, on dirait Clippy, l'assistant trombone dans Word. Sans parler de ces robots Optimus. Voilà. Tout le monde trouve ça incroyable, mais bon, comme vous pouvez le voir à l'image, on est sur le rythme de marche de Joe Biden, ou de l'État de Genève qui est en route pour créer son compte Instagram. Et c'est pas mieux du côté de Facebook, avec Mark Zuckerberg qui a récemment présenté ses lunettes de réalité augmentée. Voilà, alors oui, juste, il y a la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Il ne faut pas confondre. Hein. La réalité virtuelle, c'est un monde nouveau et incroyable où tout est possible. Puis la réalité augmentée, c'est le même monde nul que le nôtre, mais avec des images de synthèse par-dessus pour le rendre un peu moins nul. La réalité augmentée, en gros, ça nous permet de voir des trucs qu'il n'y a normalement pas autour de nous, comme l'itinéraire dessiné au sol quand on marche dans la rue, ou encore les offres d'emploi des services de Madame Cast, même si on n'est pas pote avec. Désolé, Madame Cast, hein, si vous n'avez pas cette vanne, il faut vous plaindre auprès de Google Actualité quant au résultat de la recherche Caroline Cast. Et je crois que c'est important d'être critique pendant que toutes ces innovations qu'on nous vend en Californie nous paraissent encore pour ce qu'elles sont, un peu inutiles et ridicules. Et surtout, moi, j'essaie de me rappeler que les innovations aujourd'hui sont souvent plus pensées pour collecter des données que pour nous aider. Bah oui, si le but dans la vie de Mark Zuckerberg, c'était de nous vendre des lunettes, il aurait fait opticien, pas mania de la tech. Et en tout cas, ça pose la question de savoir
si on veut utiliser la technologie, ou si on est d'accord, d'être utilisé par elle. Et pour le moment, on choisit la deuxième option, parce que les propriétaires de protection des données, de la souveraineté informationnelle, du pouvoir des GAFAM, on sait que c'est pas bien. On n'arrête pas de nous le dire. Et si vous ne saviez pas, maintenant vous savez. Hein. On a entendu Marc Euler, on a vu qu'il a l'air moins fou que Zuckerberg. Mais malgré ça, on trouve que Facebook, c'est plus fun qu'Infomaniac, que Google, c'est plus pratique qu'Infomaniac. On a déjà le Gmail, ben oui. Et il y a un clic de moins à faire. Et c'est horrible à quel point on est prêt à faire des concessions sur nos vies privées pour un clic de plus ou de moins. La preuve, c'est que devoir accepter sur chaque site les cookies, c'est devenu plus chiant que le fait de savoir qu'on était traqué par des cookies. Et donc, juste comme ça, on accepte que nos données ne nous appartiennent plus, et on va continuer à l'accepter tant que personne n'en fera pas un usage trop nuisible ou frauduleux. Pour l'instant, ça va, l'effet le plus visible, c'est la pub ciblée un peu chiante. Une fois, j'ai cherché un Airbnb à Annemasse pour dormir sur place après un événement de boulot. Puis finalement, j'ai décidé de rentrer direct, donc je ne réserve pas. Mais 2 jours plus tard, je reçois un mail d'Airbnb. « Benjamin, rêvez-vous encore d'aller à Annemasse ?» Ouais, pas encore bluffant l'utilisation de nos données. Hein. Mais c'est important que vous, toutes et tous, là, les gens intelligents qui avaient parlé sur scène avant moi, vous continuez à nous rabâcher de faire gaffe et que vous fassiez gaffe de ne pas mal tourner. Surtout vous, Infomaniac, à force de vouloir concurrencer Google, vous allez peut-être finir par leur ressembler, on ne sait jamais. Parce que moi, je reste convaincu qu'aucun des créateurs des GAFAM, à la base, s'est dit « Ok, j'aime bien les ordis, mais ce que je veux vraiment, c'est ressembler à un méchant James Bond. » Non. C'est peut-être la preuve que quand on donne un outil aussi puissant que le numérique aux humains, on est libre de tout faire avec, mais on finit invariablement par faire n'importe quoi. La preuve, avec cette image que j'ai générée tout à l'heure grâce aux outils d'IA d'Infomaniac. Encore merci pour les data centers écolos. Voilà, décidément, moi je peux espérer qu'une chose, que la technologie pourra nous sauver, parce que plus je vois comment je l'utilise, moins je crois en l'être humain. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous donner un dernier conseil en matière de sensibilisation, qui vient de la société civile, donc ça ne va pas voler très haut, mais je le dis quand même. Si vous voulez que les gens s'inquiètent vraiment de leurs données personnelles, il faudrait leur parler un peu moins des cookies Google et un peu plus de ceux de Pornhub. On ferait plus gaffe à mon avis. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Benjamin, pour votre regard acerbe sur le sujet, qui nous permettra de rendre l'enjeu de la souveraineté numérique mémorable. Merci à toutes et tous pour votre présence ce soir et pour vos questions qui ont enrichi le débat et nous ont permis de tirer de pertinents enseignements sur les enjeux de souveraineté numérique en Suisse. Merci à nos invités pour leur présence, leur expertise et la clarté de leur intervention. Merci à Grégoire Barbet pour votre excellente animation des débats. Je remercie également les institutions partenaires et mes homologues des institutions partenaires pour leur contribution à cet événement. Merci aux membres de l'association EcoInsight qui ont organisé toutes les activités de la journée numérique responsable sur le campus de l'université. Merci à l'équipe audiovisuelle et aux équipes encadrantes ce soir. Merci à mes collègues du rectorat, Aloïs Chevassuel-Antoine, Guy Kahn, Fabrice Calam, pour leur aide dans l'organisation de cet événement. Et tout particulièrement merci à Candice Yvon du service de communication pour son soutien précieux dans la réalisation de cette conférence. Mesdames, Messieurs, la 3e journée du numérique responsable est officiellement terminée. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 4e édition et vous souhaite d'ici là une année qui soit marquée par les leçons d'aujourd'hui, une année de responsabilité. Merci.